Il est parti. Nous devons partir maintenant. Les mots, si doucement prononcés, mais si urgents, ont percé le bruit de l'aéroport international OR comme un couteau. Je me suis tourné pour regarder ma petite fille de 7 ans, Bethany, dont la petite main a soudainement agrippé la mienne avec une force surprenante. « De quoi parles-tu, ma chérie ?» ai-je demandé, en regardant l'avion de mon fils Robert s'éloigner de la porte d'embarquement. « Nous venons de dire au revoir à ton père. Il sera de retour de Londres dans une semaine. » Mais les yeux de Bethany n'étaient pas fixés sur l'avion qui partait. Ils étaient fixés sur quelque chose ou quelqu'un derrière nous, son visage normalement joyeux soudainement pâle et sérieux. « Nous devons partir, mamie Helena, maintenant. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa prise restait ferme alors qu'elle me tirait vers la sortie. J'avais passé 68 ans à développer l'habitude d'écouter les enfants lorsqu'ils parlaient avec une telle conviction. Quelque chose dans son ton, un écho du caractère décisif de son père, m'a fait jeter un coup d'œil désinvolte par-dessus mon épaule, comme pour vérifier le panneau des départs. Si vous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. 2 hommes en costume sombre se tenaient près du point de contrôle de sécurité. Leur attention était indubitablement fixée sur nous. Rien dans leur apparence n'était ouvertement menaçant. Pourtant, quelque chose dans leur posture, la manière délibérée dont ils observaient le terminal tout en restant conscients de notre position, a déclenché une alarme longtemps endormie dans mon esprit. « D'accord, allons à la voiture », ai-je convenu, ajustant mon sac à main sur mon épaule et guidant Bethany vers la sortie avec une nonchalance forcée. Il se fait tard de toute façon. Nous avons traversé le terminal bondé à un rythme mesuré, pas trop rapide pour attirer l'attention, mais avec un but clair. Bethany est restée près de moi, son lapin en peluche préféré, Monsieur Carotte, serré contre sa poitrine. « Est-ce qu'ils nous suivent, mamie ?» a-t-elle murmuré alors que nous montions sur l'escalator menant au garage de stationnement. J'ai résisté à l'envie de regarder en arrière. « Comment savais-tu pour ces hommes, Bethany ? » Papa a dit qu'ils pourraient venir. Il a dit, si je voyais des hommes en costume sombre nous regarder après son départ, je devrais te dire que nous devons partir tout de suite. Sa voix était à peine audible par-dessus le bruit ambiant de l'aéroport. Un frisson m'a parcouru. Robert, mon fils pratique et rationnel, qui travaillait comme directeur financier chez Global Meridian Investment, n'avait jamais été enclin à la paranoïa ou au mélodrame. S'il avait averti sa fille de la présence d'observateurs potentiels, il devait avoir de sérieuses raisons. Le garage de stationnement était à moitié vide. Notre berline était garée dans une rangée de véhicules au 3e niveau. En nous approchant, j'ai balayé nonchalamment la zone du regard, repérant un VUS sombre aux vitres teintées qui tournait au ralenti 2 rangées plus loin. Le conducteur semblait parler dans un téléphone ou une radio. « Bethany » ai-je dit doucement. « Ton père t'a-t-il dit autre chose ? Quelque chose que je devrais savoir ?» Elle a hoché la tête solennellement. « Il a dit que si les méchants hommes venaient, je devrais te donner Monsieur Carotte. Il a quelque chose de spécial à l'intérieur. » Elle a hésité. « Et papa a dit de ne pas utiliser nos téléphones. Ils peuvent écouter. » J'ai déverrouillé la voiture, aidant Bethany à monter sur le siège arrière et à attacher sa ceinture de sécurité avant de contourner le véhicule pour me mettre du côté du conducteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir, révélant les 2 hommes du terminal. Des décennies à enseigner l'histoire au lycée ne m'avaient pas préparé à ce moment. Mais les années que j'avais passées en tant que mère célibataire après la mort prématurée de mon mari m'avaient appris une leçon cruciale, pour protéger sa famille, l'hésitation est votre pire ennemi. J'ai démarré le moteur et suis sorti de la place de stationnement, conduisant normalement vers la sortie. Le VUS que j'avais remarqué plus tôt a également commencé à bouger, se plaçant plusieurs voitures derrière nous. Au péage, j'ai payé en espèces plutôt que d'utiliser la carte de crédit que j'aurais normalement utilisée. Une décision motivée par l'avertissement de Bethany sur les téléphones. S'ils pouvaient écouter les appels, les paiements électroniques laisseraient une trace tout aussi claire. Alors que nous nous engagions sur l'autoroute, j'ai pris la décision en une fraction de seconde d'éviter notre itinéraire habituel vers notre maison dans la banlieue de Chicago. Au lieu de cela, j'ai pris la sortie pour le centre-ville, entrant dans le labyrinthe de la ville où nous pourrions perdre nos poursuivants dans le trafic du soir. « Bethany » ai-je dit, en gardant ma voix calme tout en vérifiant constamment les rétroviseurs. « J'ai besoin que tu me donnes Monsieur Carotte maintenant. » Elle m'a passé le lapin en peluche usé. Sa fourrure autrefois blanche était maintenant grise après des années d'amour. « Papa a dit que tu devrais regarder dans la poche spéciale. »
Je lui ai rendu le lapin. Garde-le pour l'instant. Quand nous serons en lieu sûr, je regarderai. Sommes-nous en danger, mamie, a-t-elle demandé, sa voix petite mais ferme. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur, frappé par sa ressemblance avec Robert à cet âge. La même expression sérieuse face aux vérités difficiles. Je n'en suis pas encore sûr, ma chérie, mais ton père voulait clairement que nous soyons prudentes, alors c'est ce que nous allons faire. Le VUS est resté plusieurs voitures derrière nous, une constance trop grande pour être une coïncidence. J'ai fait une série de virages aléatoires dans les rues de la ville, confirmant mes soupçons lorsqu'il a ajusté sa trajectoire pour correspondre à notre chemin apparemment erratique. Mon esprit était assailli de questions. Dans quoi Robert s'était-il impliqué? Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu directement? Quelle information pouvait être si dangereuse pour que mon fils comptable transforme sa fille en messagère secrète? Je me suis garé dans le stationnement souterrain d'un grand hôtel du centre-ville, conduisant jusqu'au niveau le plus bas avant de trouver une place partiellement masquée par un pilier en béton. Après avoir coupé le moteur, je suis resté assise un moment, rassemblant mes pensées. Laisse-moi voir Monsieur Carotte maintenant, Bethany. Elle m'a tendu le lapin en peluche, me regardant attentivement l'examiner. Une petite couture presque invisible courait le long de son dos, différente de la couture d'usine. Je l'ai soigneusement ouverte, révélant une poche cachée. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB et une note manuscrite de l'écriture précise de Robert. Maman, si tu lis ceci, cela signifie que nous sommes tous en danger. Je ne pouvais pas te le dire directement. Il me surveille de trop près. J'ai découvert des preuves financières de corruption massive et de trafic d'armes illégaux chez Global Meridian. La clé USB contient des preuves, mais elle est cryptée. Tu auras besoin du mot de passe. Ne rentrez pas à la maison. N'utilisez ni carte de crédit ni téléphone. Ils ont des ressources partout. Va à la bibliothèque publique du centre-ville. Dans la section Histoire, trouve American Century d'Evans, le livre préféré de papa. La page 187 contient les prochaines instructions. Ne fais confiance à personne sauf à Thomas Miller du Chicago Tribune. Il attend les preuves. Je suis désolé de vous mettre, toi et Bethany, dans cette situation. Protège-la. Je te contacterai quand je le pourrai. Amour, Robert. J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma poche avec la clé USB, mes mains tremblant légèrement alors que la réalité de notre situation commençait à s'imposer. Mon fils, toujours la personne la plus prudente et la plus éthique que je connaisse, était apparemment tombé sur quelque chose de suffisamment dangereux pour le faire fuir le pays et transformer sa mère et sa fille en fugitives. Qu'a dit papa, a demandé Bethany, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. Qu'il faut être très courageuse, ai-je répondu, en redémarrant la voiture, et que nous avons une mission très importante. En sortant du garage de stationnement par une rampe différente, j'ai aperçu le VUS noir qui tournait autour de l'entrée de l'hôtel, nous cherchant. Nous avions gagné un avantage temporaire, mais je savais qu'il ne durerait pas. Pendant 40 ans, j'avais été Helena Carter, veuve, professeure d'histoire, grand-mère, une femme dont les plus grandes aventures avaient été vécues par procuration à travers les livres. Maintenant, en l'espace de 30 minutes, j'étais devenue tout autre chose. Une gardienne de secrets dangereux, une fugitive fuyant des menaces anonymes, protectrice à la fois de ma petite fille et de la vérité explosive que mon fils avait risqué de tout exposer. Le soir de Chicago s'étendait devant nous, son horizon familier paraissant soudainement étranger et plein de menaces potentielles. J'ai vérifié les rétroviseurs une dernière fois et j'ai mis le cap sur la bibliothèque publique du centre-ville, me demandant combien d'autres vies ordinaires avaient été bouleversées par un simple avertissement murmuré. Il est parti. Nous devons partir maintenant. 6 mots simples qui avaient tout changé. La bibliothèque publique de Chicago se dressait comme une forteresse du savoir contre le ciel qui s'assombrissait, sa façade massive en pierre illuminée par des lumières stratégiquement placées. Dans d'autres circonstances, j'aurais apprécié sa grandeur. Ce soir, elle ne représentait qu'un havre temporaire, un endroit pour trouver la prochaine miette de pain sur la piste que Robert nous avait laissée. Je me suis garé à 2 pâtés de maison dans un garage public, payant à nouveau en espèces. Avant de quitter la voiture, j'ai fouillé dans le sac d'urgence que je gardais dans le coffre, une habitude prise pendant les hivers rigoureux du Midwest, trouvant une casquette de baseball et une veste légère pour moi et un sweat à capuche pour Bethany. Nous allons jouer à un jeu, lui ai-je dit alors que nous marchions vers la bibliothèque, mes yeux balayant constamment les environs. Nous allons faire semblant d'être des personnes différentes pendant un petit moment, comme des acteurs dans une pièce de théâtre.
Bethany a hoché la tête solennellement. À cause des méchants hommes? Oui, ma chérie, juste pour être en sécurité. Je peux être Elsa, a-t-elle déclaré, se référant à son personnage préféré des films qu'elle regardait sans cesse. Et tu peux être Anna, ai-je complété, reconnaissante de sa capacité à voir notre situation comme une aventure plutôt que comme un cauchemar. Les sœurs restent toujours ensemble, n'est-ce pas? Sa petite main a serré la mienne en signe d'accord alors que nous montions les marches de la bibliothèque. À l'intérieur, le hall principal caverneux bourdonnait de l'énergie tranquille des usagers du soir. Des étudiants penchés sur des ordinateurs portables, des hommes âgés lisant des journaux, de jeunes professionnels parcourant les nouveautés. Nous nous sommes fondus dans ce tableau de normalité. Juste une grand-mère et sa petite-fille visitant la bibliothèque un soir de semaine. La section histoire occupait la majeure partie du 3e étage. Des rangées d'étagères créant un labyrinthe de connaissances s'étendant sur des siècles et des continents. J'ai avancé avec détermination. Des années d'enseignement de l'histoire me donnaient un sens intuitif de l'endroit où chercher. Histoire américaine, milieu du XXe siècle. Il serait là. American Century d'Evans, ai-je murmuré, faisant glisser mes doigts le long des dos des livres jusqu'à ce que je le trouve. Un volume épais avec une jaquette délavée montrant l'image emblématique de Times Square le jour de la victoire sur le Japon. Mon défunt mari James avait en effet adoré ce livre, gardant un exemplaire dans son bureau tout au long de notre mariage. La référence de Robert n'était pas aléatoire. Il utilisait les connaissances familiales comme sécurité, des informations qui n'apparaîtraient dans aucune base de données exploitant nos données personnelles. J'ai retiré le volume de l'étagère et me suis rendu à la page 187, mon cœur battant la chamade. Là, nichée entre des pages détaillant le plan Marshall, se trouvait une petite enveloppe. Je l'ai glissée dans ma poche sans en examiner le contenu, j'ai remis le livre à sa place et j'ai guidé Bethany vers la section des enfants. « On peut prendre des livres, mamie ?» a-t-elle demandé alors que nous passions devant des présentoirs colorés. « Pas aujourd'hui, ma chérie. Nous devons continuer à avancer. » J'ai adouci le refus en lui serrant doucement l'épaule. « Mais peut-être que tu pourrais en choisir un pour que je te le raconte de mémoire plus tard. » Pendant que Bethany délibérait entre les livres d'images exposés sur un présentoir tournant, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai rapidement examiné le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite clé, à l'ancienne, peut-être pour un coffre-fort, et une autre note manuscrite de Robert. First National Bank, coffre 1547. Le code d'accès est l'anniversaire de papa plus celui de Bethany. Allez-y demain matin à l'ouverture. À l'intérieur se trouve tout ce dont Miller a besoin ce soir. Restez dans un endroit inattendu. Ils vérifieront les hôtels à ton nom et tes cartes de crédit. Le mot de passe pour la clé USB, carottes et choux 2016. Sois prudente, maman. Ces gens ont des ressources et des relations partout. Fais confiance à ton instinct. J'ai mémorisé le contenu avant de déchirer la note en petits morceaux et de les jeter dans des poubelles séparées à travers la bibliothèque. La clé est allée dans la petite poche zippée de mon sac à main, à côté de la clé USB. En retournant à la section des enfants, un mouvement près de l'ascenseur a attiré mon attention. Un homme en costume sombre parlait doucement dans son poignet, ses yeux balayant l'étage avec une précision méthodique. Mon pouls est accéléré. Il nous avait trouvés plus rapidement que je ne l'avais prévu. Bethany était toujours absorbée par les livres d'images, inconsciente du danger. Je me suis approché d'elle nonchalamment, me penchant comme pour voir sa sélection. Nous devons partir maintenant par les escaliers de service, ai-je murmuré, en désignant la sortie de secours au fond de l'étage. Souviens-toi, nous jouons toujours à notre jeu. Marche normalement mais rapidement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a hoché la tête, serrant Monsieur Carotte plus fort alors que nous nous déplacions entre les étagères, utilisant l'agencement de la bibliothèque pour masquer notre chemin à l'homme près de l'ascenseur. La sortie de secours donnait sur une cage d'escalier qui descendait jusqu'au sous-sol. Nous nous sommes dépêchés de descendre. Le bruit de nos pas résonnait malgré mes tentatives de discrétion. En bas, un couloir de service menait à un quai de chargement où des employés de la bibliothèque déchargeaient des boîtes d'une camionnette de livraison. J'ai guidé Bethany devant eux avec un signe de tête confiant, comme si nous étions à notre place, émergeant dans une rue latérale, loin de l'entrée principale. La nuit était complètement tombée maintenant. La ville s'était transformée en un paysage d'ombre et de lumière artificielle. « Où allons-nous, mamie ?» a demandé Bethany alors que nous marchions vivement loin de la bibliothèque, ses petites jambes travaillant 2 fois plus vite pour suivre le rythme. C'était une bonne question,
à laquelle je cherchais encore une réponse. Nous ne pouvions pas rentrer à la maison. Robert avait été clair à ce sujet. Les hôtels exigeaient une pièce d'identité et des cartes de crédit. Les amis ou d'autres membres de la famille seraient des endroits évidents où ces gens avec des ressources chercheraient. Puis je me suis souvenu de Maria Vasquez, une ancienne élève qui était devenue une amie au fil des ans. Elle gérait un petit immeuble d'appartements dans un quartier majoritairement hispanique de l'ouest de la ville, s'occupant des nouveaux immigrants et des parents en visite qui avaient parfois besoin d'un logement sans paperasse ni question. Nous allons rendre visite à une amie, ai-je dit à Bethany, en hélant un taxi au coin de la rue. Quelqu'un qui peut nous aider. Dans le taxi, j'ai donné au chauffeur une adresse à 3 pâtés de maison de l'immeuble de Maria, ne voulant pas laisser de traces directes. Bethany s'est appuyée contre moi, la fatigue la rattrapant enfin après le stress et l'excitation de notre fuite. « Tu es si courageuse », ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. « Ton père serait fier. »« Est-ce que papa a des ennuis ?» a-t-elle demandé, sa voix étouffée contre mon flanc. « Il essaie de réparer quelque chose qui ne va pas », ai-je répondu prudemment. « Parfois, faire ce qui est juste peut être dangereux, mais il est toujours important de le faire. » Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Comme dans Harry Potter quand ils doivent combattre Voldemort même si ça fait peur. Exactement comme ça, ai-je convenu, m'émerveillant de la façon dont les enfants pouvaient souvent distiller des situations morales complexes à leur essence. L'immeuble de Maria était un modeste bâtiment de 3 étages sans ascenseur dans une rue bordée de structures similaires. Leur façade était égayée par des jardinières et des touches culturelles qui transformaient une architecture institutionnelle en foyer. Le quartier vibrait de la vie nocturne, des familles bavardant sur les perrons, de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes, l'odeur de diverses cuisines se mélangeant dans l'air. Maria a ouvert sa porte avec surprise, qui s'est rapidement transformée en inquiétude en voyant notre apparence et l'urgence dans mes yeux. « Elena, qu'est-ce qui t'amène ici si tard ? Et avec la petite, en plus. »« Maria, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit doucement. Nous avons besoin d'un endroit pour rester ce soir, un endroit où personne ne penserait à nous chercher. Et j'ai besoin d'emprunter ton ordinateur portable si possible. » À son crédit, Maria n'a posé aucune question au-delà de ce qui était nécessaire. En 20 minutes, nous étions installés dans un petit studio propre au 3e étage, habituellement utilisé pour les parents en visite. Elle nous a apporté un ordinateur portable, quelques articles de toilette de base et un sac de nourriture de sa propre cuisine. Quels que soient les ennuis dans lesquels tu te trouves, Elena, tu sais que tu peux me faire confiance, a-t-elle dit à la porte. Il vaut mieux que tu ne connaisses pas les détails, ai-je répondu, touché par son aide sans hésitation. Mais merci. Nous ne resterons pas longtemps. Juste cette nuit. Après son départ, j'ai préparé un dîner simple avec la nourriture qu'elle nous avait fournie, regardant Bethany manger avec soulagement. Les enfants étaient remarquablement résilients, mais ils avaient toujours besoin des bases, de la nourriture, du repos et un sentiment de sécurité, même provisoire. Une fois qu'elle a été couchée, Monsieur Carotte serré contre sa poitrine, je me suis assise à la petite table près de la fenêtre et j'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur portable de Maria. Un seul fichier crypté est apparu, demandant un mot de passe. J'ai tapé « Carottes échoue 2016 » et j'ai retenu mon souffle. Le fichier s'est ouvert, révélant des centaines de documents, de registres financiers, de courriels, de transcriptions de réunions et de photographies. Je n'étais pas une experte financière, mais même pour mon œil non averti, l'épreuve était accablante. Global Meridian Investment avait apparemment facilité le blanchiment d'argent pour plusieurs cartels de la drogue et organisations terroristes, déguisant les transactions en investissements légitimes tout en prélevant des millions de dollars de frais. Pire encore, ils avaient financé des ventes d'armes à des zones de conflit sous embargo, utilisant des organisations d'aide humanitaire comme couverture. Les noms de cadres de haut rang apparaissaient partout, y compris plusieurs qui occupaient des postes dans des organismes de réglementation et des agences gouvernementales. La corruption n'était pas seulement au sein de l'entreprise. Elle s'était métastasée dans les systèmes même conçus pour prévenir de telles activités. Pas étonnant que Robert se soit enfui. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu risquer une communication directe. Les personnes impliquées dans ces documents avaient tout à perdre si cette information devenait publique. J'ai fermé les fichiers et retiré la clé USB, mes mains tremblant légèrement. Demain, nous devrions accéder au coffre-fort, puis trouver ce Thomas Miller au Chicago Tribune. Mais pour ce soir, notre seule tâche était de nous reposer et de rester cachés. Du lit, la voix de Bethany a flotté doucement dans l'obscurité. « Mamie, est-ce que ça va aller ?»
Je me suis déplacé pour m'asseoir à côté d'elle, écartant les cheveux de son front. Oui, ma chérie. Tout ira très bien. Ton père nous a confié quelque chose de très important, et nous allons l'aider à arranger les choses. Elle a hoché la tête, somnolente, déjà en train de s'endormir. Je savais que tu saurais quoi faire. Papa a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Les mots m'ont prise par surprise, un contrepoint chaleureux à la peur et à l'incertitude qui avait dominé la soirée. Aux yeux de Robert, apparemment, je n'étais pas seulement une professeure d'histoire à la retraite qui faisait de bons biscuits et se souvenait des anniversaires. J'étais quelqu'un capable de faire face aux dangers, de protéger ce qui comptait quand tout était en jeu. En retournant à ma veillée près de la fenêtre, observant la rue en contrebas pour tout signe d'activité inhabituelle, je me suis demandé s'il avait raison. Je ne me serais jamais décrite comme courageuse. Pragmatique peut-être, déterminée, résiliente, mais courageuse. La nuit s'étendait devant nous, remplie d'inconnus. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux dangers. Mais ce soir, dans ce petit appartement, loin de notre confortable existence de banlieue, j'ai fait une promesse silencieuse à mon fils absent et à l'enfant endormi qui me faisait si entièrement confiance. Je deviendrais tout ce que cette situation exigeait, courageuse, rusée, pleine de ressources. Les gens qui nous chassaient avaient peut-être des ressources et des relations, mais j'avais quelque chose de plus puissant. Une vie entière de sous-estimation en tant que femme âgée et l'amour féroce et sans compromis d'une grand-mère protégeant sa famille. Ils ne me verraient pas venir, et ce serait leur erreur. L'aube s'est levée sur Chicago, peignant l'horizon de la ville dans des tons d'ambre et d'or qui démentaient le danger qui se cachait dans ses rues. J'avais dormi par intermittence, me réveillant en sursaut à chaque sirène lointaine ou voix élevée venant de la rue en contrebas. Maintenant, en regardant Bethany dormir paisiblement avec Monsieur Carotte blotti sous son menton, je me suis permis un moment de doute. Étais-je vraiment équipé pour cela? À 68 ans, mon expertise consistait à expliquer le traité de Versailles à des adolescents agités, pas à déjouer des assassins d'entreprise. Pourtant, me voilà, planifiant notre approche d'une banque comme s'il s'agissait d'une opération militaire, tout cela basé sur les instructions cryptiques de mon fils, qui était maintenant à mi-chemin de l'Atlantique. Bethany s'est agitée, ses yeux s'ouvrant avec cette clarté particulière que les enfants possèdent parfois au réveil. Pas de transition progressive, juste une présence immédiate. « Allons-nous voir papa aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Pas aujourd'hui, ma chérie », ai-je répondu en l'aidant à sortir du lit. « Aujourd'hui, nous allons suivre le prochain indice que ton père nous a laissé. » Comme une chasse au trésor, s'est-elle réjouie de cette tournure. « Avec la clé que tu as trouvée dans le livre. » Exactement. Mais d'abord, le petit déjeuner. Maria avait glissé un sac devant notre porte contenant des vêtements propres pour nous deux. Des articles simples et pratiques qui nous aideraient à nous fondre dans la foule de la ville. Il y avait aussi une note m'informant qu'elle avait demandé une faveur à son cousin qui conduisait un taxi. Il nous emmènerait où nous le voulions. Sans poser de questions. À 8h30, nous étions dans le taxi de son cousin Ramon en direction du quartier financier du centre-ville. J'avais expliqué à Bethany l'importance de continuer notre jeu. Nous utiliserions des noms différents, éviterions d'attirer l'attention et, surtout, elle ne devrait jamais mentionner son père ni la vraie raison de notre présence à la banque. Si quelqu'un demande, nous venons juste chercher des bijoux spéciaux de mamie dans le coffre, lui ai-je dit alors que le taxi naviguait dans le trafic matinal. Tu peux te souvenir de ça. Elle a hoché la tête solennellement. Je suis doué pour me souvenir des choses. Papa dit que j'ai une mémoire d'éléphant. La First National Bank occupait un bâtiment en calcaire qui dégageait une impression de stabilité et de tradition, des attributs qui m'avaient autrefois semblé rassurants, mais qui ressemblaient maintenant à une façade dissimulant des vérités plus sombres. Combien d'autres transactions entre ces murs respectables servaient des fins comme celles documentées dans les fichiers de Robert? Ramon a accepté de nous attendre, trouvant une place près d'un café de l'autre côté de la rue. J'ai pris la main de Bethany alors que nous montions les larges marches de pierre, ajustant consciemment ma posture pour projeter de la confiance plutôt que l'appréhension qui bouillonnait en moi. Le hall était animé par l'activité matinale, des caissiers servant les premiers clients, des hommes d'affaires faisant des dépôts, des gardes de sécurité surveillant nonchalamment l'espace. Je me suis approché du bureau d'information où une jeune femme nous a accueillis avec un sourire professionnel. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'accéder à mon coffre-fort, s'il vous plaît, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Numéro 1547. Bien sûr.
Puis-je voir votre pièce d'identité? J'ai présenté mon permis de conduire, poussant un soupir de soulagement intérieur lorsqu'elle y a simplement jeté un coup d'œil avant de taper quelque chose sur son ordinateur. Si les gens qui nous poursuivaient avaient déjà signalé ma pièce d'identité, nous le saurions très bientôt. Merci, Madame Carter. Et je vois que ce coffre a un code d'accès enregistré. Oui, ai-je confirmé, en combinant les deux dates comme Robert l'avait indiqué. 06151949092415, l'anniversaire de mon mari, le 15 juin, suivi de celui de Bethany, le 24 septembre. Une autre information familiale qui n'apparaîtrait dans aucune base de données financières. La femme a hoché la tête et nous a dirigés vers une zone d'attente pendant qu'un agent de la banque était appelé pour nous escorter à la chambre forte. Bethany s'est assise tranquillement à côté de moi, balançant ses jambes et serrant Monsieur Carotte, l'image même de l'innocence. J'ai scruté attentivement le hall, notant chaque personne qui entrait, alerte au costume sombre ou au regard suspect. Un homme d'âge mûr en costume gris sur mesure s'est approché de nous après quelques minutes. Madame Carter, je suis Monsieur Daniels. Si vous voulez bien me suivre, je vous emmènerai à votre coffre. Nous l'avons suivi à travers une porte sécurisée et dans un couloir menant à la zone de la chambre forte. L'énorme porte en acier était ouverte pendant les heures de bureau, révélant des rangées de boîtes métalliques encastrées dans les murs. Un autre employé a vérifié mon identité et mon code d'accès avant que Monsieur Daniels n'utilise sa clé conjointement avec la mienne pour retirer le coffre 1547. Vous pouvez utiliser cette salle privée, a-t-il dit en plaçant le long contenant métallique sur une table dans un petit espace attenant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Appuyez simplement sur le bouton lorsque vous aurez terminé. Lorsque la porte s'est fermée derrière lui, j'ai immédiatement ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft scellée, un téléphone portable prépayé et une épaisse liasse de billets de banque maintenus par un élastique. J'ai rapidement compté l'argent. 10 000 $ en diverses coupures avant de tourner mon attention vers l'enveloppe. Le contenu était succinct mais significatif. Une lettre officielle de Robert à Thomas Miller du Chicago Tribune autorisant la publication de tous les documents, une clé USB étiquetée, sauvegarde documents originaux et une note manuscrite qui m'était adressée. Maman, si tu es arrivé jusqu'ici, ils sont certainement à ta recherche. La clé USB de sauvegarde contient les mêmes fichiers plus des originaux que je ne pouvais pas risquer de laisser sur la première clé. Apporte tout à Miller immédiatement. Il t'attend aujourd'hui. Le téléphone prépayé a un seul numéro programmé. Une ligne sécurisée qui me joindra éventuellement. Utilise-le uniquement en cas d'urgence absolue, car il peut être tracé après activation. Après avoir tout livré à Miller, prends Bethany et quitte Chicago. Utilise l'argent liquide pour le transport et l'hébergement. Évite les avions ou les trains où une pièce d'identité est requise. Il y a un chalet dans le Michigan que papa et moi visitions. Le coin de pêche sur le lac Cedar. Tu t'en souviens? La clé est toujours cachée sous la même pierre près de la porte arrière. Allez-y et attendez mon contact. Je suis vraiment désolé de vous faire subir tout cela. Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer. Mais quand j'ai réalisé à quel point c'était profond et à quel point j'étais surveillé, je n'ai pas eu le choix. Dis à Bethany que je l'aime plus que tout. Robert. J'ai plié la note et l'ai mise dans ma poche, puis j'ai rassemblé tout le reste dans mon sac à main. Bethany m'a regardé avec des yeux curieux, mais n'a posé aucune question, semblant comprendre instinctivement que c'était la partie sérieuse de notre jeu. Tu as trouvé le trésor, a-t-elle murmuré alors que je fermais le coffre vide. Nous avons trouvé le prochain indice, ai-je répondu doucement. Et maintenant, nous devons le livrer à une personne spéciale qui peut aider ton papa. J'ai appuyé sur le bouton pour appeler Monsieur Daniels, utilisant le bref temps d'attente pour me ressaisir. Nous étions à mi-chemin de la piste de miettes de pain de Robert, avançant régulièrement vers la fin de partie qu'il avait prévue. Mais si mes années d'enseignement de l'histoire m'avaient appris quelque chose, c'est que le moment le plus dangereux vient souvent non pas au début d'une révolution, mais lorsque son succès commence à sembler possible. Les bureaux du Chicago Tribune n'étaient qu'à 15 pâtés de maison. Alors que nous quittions la banque et retournions au taxi de Ramon qui nous attendait, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions observés. Que quelque part dans la foule matinale, des yeux suivaient nos mouvements, calculaient notre destination, se préparaient à nous intercepter avant que nous ne puissions livrer les preuves qui feraient voler en éclats leur entreprise criminelle soigneusement construite. Où allons-nous maintenant, Madame Vasquez, a demandé Ramon, en utilisant le nom de famille de Maria pour moi, comme convenu. Au bâtiment du Tribune, s'il vous plaît,
ai-je répondu en installant Bethany à côté de moi sur la banquette arrière. Et si vous remarquez que quelqu'un nous suit, s'il vous plaît, prenez des mesures évasives. Les yeux de Ramon ont croisé les miens dans le rétroviseur, un éclair de compréhension passant entre nous. Certainement, Sonora. Je connais cette ville mieux que les rats ne connaissent les égouts. Personne ne nous suivra longtemps. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai tenu fermement la main de Bethany, puisant de la force dans sa confiance en moi. L'heure suivante déterminerait si le pari dangereux de Robert réussirait ou si nous deviendrions toutes les trois les victimes d'une corruption d'entreprise trop puissante pour être défiée. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ramon s'est avéré aussi bon que sa parole, exécutant une série de virages soudains, revenant sur ses pas dans des rues à sens unique et même s'arrêtant brièvement dans un garage d'hôtel pour en ressortir par une rampe différente. Pendant tout ce temps, Bethany est restée calme, traitant la conduite évasive comme faisant partie de notre aventure plutôt que comme une tentative désespérée de semer d'éventuels poursuivants. Je pense que nous sommes tranquilles, a finalement annoncé Ramon, ses yeux vérifiant constamment ses rétroviseurs alors que nous approchions de l'imposante Tribune Tower. Mais je vais faire le tour du pâté de maison après vous avoir déposé, juste pour être certain. Merci, ai-je dit, avec plus de sincérité que de simples mots ne pouvaient l'exprimer. Nous ne devrions pas être longues, 1 heure tout au plus. J'attendrai, Sonora. Maria ne me pardonnerait jamais si j'abandonnais sa professeure préférée. L'architecture gothique du bâtiment du Tribune m'avait toujours impressionné lors de mes visites précédentes au centre-ville. Ses arcs-boutants et ses pierres ornées rappelaient les cathédrales médiévales européennes. Aujourd'hui, il représentait quelque chose de plus immédiat, un salut potentiel. Tenant fermement la main de Bethany, je me suis approché du bureau de sécurité dans le hall, consciente de la précieuse cargaison dans mon sac à main. J'ai rendez-vous avec Thomas Miller, ai-je dit au garde, essayant de projeter une confiance désinvolte plutôt que l'énergie nerveuse qui me parcourait. Le garde a vérifié un écran d'ordinateur. Je ne vois rien de prévu. Mon cœur s'est serré. L'arrangement de Robert avait-il échoué d'une manière ou d'une autre? Avant que je puisse répondre, le téléphone du garde a sonné. Il a répondu, a écouté brièvement, puis m'a regardé avec un nouvel intérêt. « Êtes-vous Madame Carter ?» J'ai hoché la tête, soudainement méfiante. « Monsieur Miller dit de vous faire monter immédiatement. » 18e étage, bureau 1823. Le soulagement m'a envahi alors que le garde nous délivrait des badges de visiteurs temporaires et nous dirigeait vers les ascenseurs. Dans l'ascenseur, Bethany m'a regardé avec des yeux curieux. « C'est la personne qui va aider papa. »« Je l'espère, ma chérie, » ai-je répondu en lui arrangeant sa veste et en lui lissant les cheveux. De petits gestes maternels qui me réconfortaient autant qu'elle. « Souviens-toi, nous devons faire attention à ce que nous disons. » Le 18e étage abritait le service de journalisme d'investigation, un labyrinthe de box et de bureaux aux parois de verre bourdonnant d'activité. Une jeune assistante nous a accueillis à l'ascenseur et nous a escortés directement à un bureau d'angle où un homme d'une quarantaine d'années se tenait en attente, les manches de sa chemise retroussées et la cravate desserrée, l'uniforme universel des journalistes sur le point de boucler un article. « Madame Carter » a-t-il dit en tendant la main. « Thomas Miller, je vous attendais, bien que je commençais à m'inquiéter. Nous avons dû prendre certaines précautions, ai-je expliqué en lui serrant la main avant de présenter Bethany. L'expression de Miller s'est adoucie en saluant ma petite fille, lui offrant une brique de jus de fruits d'un petit réfrigérateur dans son bureau avant de se tourner vers moi avec un sérieux renouvelé. Robert m'a contacté il y a 3 semaines, a-t-il expliqué une fois que nous étions assises et que Bethany était occupée avec un bloc de papier et des crayons de couleur que l'assistante avait fournis. Il a dit qu'il avait des preuves de crimes financiers massifs impliquant Global Meridian, mais qu'il avait besoin de temps pour tout compiler et créer des sauvegardes sécurisées. Il s'est penché en avant. Puis il est soudainement devenu silencieux il y a 2 jours. Quand mes sources m'ont dit qu'il avait embarqué dans un avion pour Londres hier, j'ai supposé le pire, qu'il avait été compromis ou effrayé. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit en ouvrant mon sac à main pour en extraire l'enveloppe et les clés USB. Il a dû partir pour se protéger, mais il a pris des dispositions pour tout vous faire parvenir par notre intermédiaire. Les yeux de Miller se sont écarquillés alors que je posais les objets sur son bureau. C'est significatif et potentiellement très dangereux pour vous. Robert vous a-t-il expliqué exactement ce qu'il a découvert? Blanchiment d'argent pour des organisations criminelles, vente d'armes illégales, corruption s'étendant aux agences de régulation. J'ai gardé la voix basse malgré la porte fermée. J'en ai assez vu pour comprendre pourquoi des gens pourraient tuer pour que cela reste caché. Il a hoché la tête d'un air sombre.
Global Méridien gère des milliards en investissements, y compris des fonds de pension pour plusieurs gouvernements d'État et de grands syndicats. S'ils ont utilisé cette activité légitime comme couverture pour des entreprises criminelles, il a laissé les implications en suspens. Dans combien de temps pouvez-vous publier ? Ai-je demandé en jetant un coup d'œil à Bethany pour m'assurer qu'elle restait absorbée par son dessin. Je devrais vérifier les documents clés, tout faire valider par notre équipe juridique et obtenir l'approbation de la rédaction. Miller examinait déjà les clés, son expression passant de l'intérêt professionnel à quelque chose qui approchait de l'admiration en parcourant le contenu. C'est extraordinairement complet. Robert n'a pas laissé beaucoup de zones d'ombre. C'est ainsi qu'il a toujours été, ai-je dit. Une vague de fierté maternelle mêlée de peur pour mon fils méthodique et intègre. Minutieux à l'extrême. Avec ce niveau de documentation, nous pourrions publier un premier article en ligne d'ici demain, édition imprimée le jour suivant. Il a levé les yeux de son ordinateur. Mais vous et votre petite fille ne devriez être nulle part près de Chicago quand cela arrivera. Ces gens seront désespérés une fois qu'ils réaliseront ce qui s'en vient. Nous partons dès que nous aurons fini ici, les jeux assurés. Robert a suggéré un endroit où nous pourrons nous faire discrètes jusqu'à ce que les choses se calment. Miller a hoché la tête, puis a hésité. Madame Carter, j'enquête sur la corruption d'entreprise depuis 15 ans. Ce que votre fils a découvert ici n'est pas seulement inhabituel. C'est sans précédent par son ampleur et le niveau de détail qu'il a réussi à documenter. Lorsque cette histoire éclatera, elle déclenchera des enquêtes dans plusieurs pays, un chaos boursier, probablement des auditions au Congrès. Il s'est interrompu, semblant dépassé par les implications. Est-ce que ce sera suffisant, ai-je demandé, la professeure en moi ayant besoin de savoir que ce risque pour mon fils, pour Bethany, pour notre sécurité et notre avenir, atteindrait son but. Seront-ils tenus responsables ? Certains le seront. Les cadres les plus en vue certainement, certains des fonctionnaires impliqués. Son expression est devenue réaliste plutôt que rassurante. Mais des systèmes aussi corrompus ont des mécanismes d'autoprotection. Certaines personnes échapperont aux conséquences. C'est juste la réalité. J'ai absorbé cela avec un hochement de tête, ayant enseigné assez d'histoires pour comprendre comment le pouvoir se protège. Tant que cela arrête le pire, les ventes d'armes, le blanchiment d'argent pour les terroristes, cela doit cesser. Ce sera le cas, a promis Miller. Cette histoire rendra cela inévitable. Un coup à la porte nous a interrompus. L'assistante de Miller a passé la tête, son expression tendue. Il y a 2 hommes dans le hall qui demandent une autorisation de sécurité pour monter. Ils prétendent être des agents fédéraux enquêtant sur des crimes financiers, mais quelque chose semble louche. La sécurité les retarde, mais ils insistent. La réaction de Miller a été immédiate. Nous devons vous faire partir maintenant. Y a-t-il autre chose que Robert voulait que je sache ? J'ai secoué la tête, rassemblant mes affaires, pendant que Miller copiait rapidement le contenu des clés sur son serveur sécurisé. Il y a un ascenseur de service qui mène au quai de chargement, a-t-il expliqué en me rendant les clés originales. Mon assistante vous y conduira. Je m'occuperai de nos visiteurs et je vous ferai gagner du temps. Il s'est brièvement accroupi au niveau de Bethany. C'était très agréable de te rencontrer, jeune fille. Toi et ta grand-mère faites quelque chose de très courageux et d'important aujourd'hui. Bethany a souri timidement. Mon papa dit que parfois il faut être courageux même quand on a peur. Ton papa est un homme sage, a répondu Miller, une lueur d'émotion traversant son visage avant de se tourner vers moi. Partez maintenant. Je vous contacterai par le canal sécurisé que Robert a établi une fois que l'histoire sera publiée. L'assistante nous a conduites à travers un dédale de couloirs jusqu'à un monte-charge caché au fond de l'étage. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu 2 hommes en costume sombre sortant de l'ascenseur principal, leurs expressions sombres et déterminées. Nous nous étions échappés de quelques instants seulement. Le quai de chargement bourdonnait d'activité. Des camions de livraison arrivant avec des fournitures de papier, des livraisons pour la cafétéria, le personnel de la salle du courrier triant les colis. Nous nous sommes glissés à travers le chaos organisé sans être remarqués, émergeant dans une rue latérale, loin de l'entrée principale. Le taxi de Ramon attendait exactement là où il l'avait promis, à 2 pâtés de maison au sud. Alors que nous nous dépêchions vers lui, j'ai combattu l'envie de regarder par-dessus mon épaule, sachant que paraître nerveuse ne ferait qu'attirer une attention que nous ne pouvions pas nous permettre. « Avez-vous terminé votre chasse au trésor, petite ?» a demandé Ramon alors que nous nous installions sur la banquette arrière. « Pas encore »
a répondu sérieusement Bethany. Nous avons encore un endroit où aller. Alors allons-y, a-t-il dit en s'insérant en douceur dans la circulation. Où ça, Sonora? Je n'ai hésité qu'un instant. Nous devons quitter la ville. Direction nord, vers le Wisconsin. Je vous guiderai au fur et à mesure. Alors que l'horizon de Chicago s'éloignait dans la vitre arrière, j'ai serré Bethany contre moi, me permettant un moment d'optimisme prudent. Nous avions accompli la mission de Robert. L'épreuve était entre de bonnes mains, bientôt rendue publique, une connaissance qui ne pourrait être ni enterrée ni niée. Maintenant, il nous suffisait de disparaître jusqu'à ce que la tempête passe. Mamie, a murmuré Bethany contre mon flanc. Est-ce qu'on est en train de gagner notre jeu? Je lui ai caressé les cheveux, mesurant soigneusement ma réponse. Nous nous en sortons très bien, ma chérie. Très bien même. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que dans des jeux comme celui-ci, des jeux où des gens puissants risquaient de tout perdre, le moment le plus dangereux vient souvent juste avant la victoire. Nous avions porté un coup à nos adversaires, mais ils étaient loin d'être vaincus. Et comme des prédateurs blessés, ils seraient maintenant à leur plus dangereux. La campagne de l'Illinois s'est déployée au-delà de nos fenêtres alors que le taxi de Ramon laissait derrière lui l'étalement suburbain. Des paysages familiers se transformaient en territoire étranger à travers le prisme de notre nouvelle réalité. Chaque voiture de police une menace potentielle, chaque VUS noir un poursuivant possible. J'ai demandé à Ramon d'éviter les grandes autoroutes, choisissant plutôt le réseau de routes nationales et départementales qui rendrait notre voyage plus long mais moins prévisible. Nous devrions nous arrêter bientôt, lui ai-je dit après avoir conduit pendant près de 2 heures. Vous en avez fait plus qu'assez, et je ne veux pas vous éloigner trop de votre travail habituel. Ramon a secoué la tête fermement. Maria m'a dit de vous aider, quoi qu'il en soit. De plus, mon neveu couvre mes quarts de travail aujourd'hui. Où allons-nous exactement? J'ai hésité, pesant le pour et le contre entre confiance et prudence. Un chalet dans le nord du Michigan, près du lac Cedar. Le Michigan est loin, Sonora. Au moins 6 heures de plus, surtout sur ces routes secondaires. Je sais. Nous trouverons un autre moyen à partir d'ici. J'ai jeté un coup d'œil à Bethany, qui s'était endormie contre mon flanc, émotionnellement épuisée par les aventures de notre matinée. Peut-être un bus, ou, j'ai une meilleure idée, a interrompu Ramon, croisant mon regard dans le rétroviseur. Mon beau-frère dirige une petite entreprise de camionnage. Ils ont une livraison pour Traverse City aujourd'hui. Le chauffeur est mon cousin, Eduardo. Il pourrait vous emmener la majeure partie du chemin. L'offre était tentante. Les camionneurs traversaient les frontières des États avec un minimum de surveillance, et le caractère aléatoire de se connecter à un véhicule déjà en route serait presque impossible à anticiper pour des poursuivants. Pourtant, j'ai hésité, réticente à impliquer plus de gens dans notre situation dangereuse. Ramon semblait lire dans mes pensées. Eduardo ne pose aucune question. Il a fait de nombreuses livraisons spéciales de ce genre pour la famille et les amis ayant besoin de voyager discrètement. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. La communauté immigrée avait ses propres raisons de devoir parfois déplacer des personnes discrètement. Des raisons que j'avais appris à comprendre et à respecter pendant mes années de travail avec Maria et sa famille élargie. Si vous êtes sûr que cela ne le dérangerait pas, ai-je finalement dit. Ramon a passé un appel en espagnol rapide, trop rapide pour que mon vocabulaire limité puisse suivre. Après une brève conversation, il a hoché la tête avec satisfaction. C'est arrangé. Eduardo nous retrouvera à un relais routier près de Rockford dans 1 heure. Il livre des meubles à des magasins dans le nord du Michigan. Vous et la petite pouvez monter dans la cabine avec lui. Très confortable, très sûr. J'ai pressé son épaule en signe de gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier, vous et Maria. Vous avez aidé la fille de Maria à obtenir une bourse d'études universitaires il y a des années, a-t-il répondu simplement. Dans notre famille, nous n'oublions pas de telles bontés. Le relais routier bourdonnait des rythmes du commerce autoroutier. Des poids lourds faisant le plein, des chauffeurs prenant des repas et du café, des voyageurs s'étirant les jambes. J'ai utilisé une partie de l'argent de Robert pour acheter des provisions, des sandwichs, des boissons, des collations pour le voyage à venir, ainsi qu'un petit sac à dos, des articles de toilette de base et un livre de coloriage avec des crayons pour Bethany. Le camion d'Eduardo était exactement comme promis, un grand véhicule commercial transportant des meubles à des détaillants à travers le Michigan. Le chauffeur lui-même était un homme à la poitrine large avec une barbe poivre et sel et des yeux doux qui se plissaient lorsqu'il souriait à Bethany.
Ramon dit que vous devez atteindre le lac Cédar, a-t-il dit après de brèves présentations. Je livre à Traverse City, à environ 45 minutes au sud de là. Assez proche. Parfait, ai-je convenu, soulagé au-delà de toute mesure. Et vous êtes sûr que nous ne dérangeons pas? Eduardo a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. L'entreprise paie le carburant quoi qu'il arrive. Avoir des passagers rend le voyage moins solitaire. Il a souri à Bethany. Surtout des passagers qui pourraient aimer entendre des histoires de camionneurs. Après des remerciements larmoyants et des promesses d'informer Maria lorsque nous serions en sécurité, nous nous sommes séparés de Ramon. Eduardo nous a aidés à monter dans la cabine étonnamment spacieuse de son camion, montrant à Bethany le compartiment couchette surélevé derrière les sièges qui l'a ravi par son efficacité compacte. Comme une petite maison sur roues, s'est-elle exclamée en rebondissant légèrement sur la couchette étroite. Alors que le camion massif grondait sur l'autoroute, j'ai senti une partie de la tension se relâcher de mes épaules. Nous nous éloignons du danger à chaque kilomètre, cachés dans le flux anonyme du trafic commercial qui sillonnait le pays. Pour la première fois depuis l'avertissement murmuré de Bethany à l'aéroport, je me suis permis de prendre une profonde inspiration. Eduardo s'est avéré un compagnon prévenant, divertissant Bethany avec des récits soigneusement édités de ses 20 ans sur la route tout en me laissant de l'espace pour digérer notre situation. Quand il a remarqué ma fatigue, il a insisté pour que je me repose dans le compartiment couchette pendant que lui et Bethany continuaient leur conversation sur les sièges avant. Je dois être tombé dans un sommeil plus profond que prévu, car lorsque je me suis réveillé, la qualité de la lumière avait radicalement changé. Le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, et le paysage extérieur était passé des terres agricoles de l'Illinois aux forêts plus denses du Michigan. Presque à Traverse City, m'a informé Eduardo alors que je les rejoignais. Encore une heure peut-être. Bethany coloriait avec contentement, sa peur précédente apparemment oubliée dans l'aventure de voyager dans un grand camion. J'ai vérifié le téléphone prépayé du coffre-fort. Toujours pas de message, ce qui était à la fois rassurant et inquiétant. Robert était-il arrivé à Londres en toute sécurité? Était-il toujours en danger? Puis-je vous demander une faveur, ai-je dit à Eduardo. Pourriez-vous peut-être trouver une station d'information à la radio? J'ai besoin de vérifier s'il y a des informations pertinentes. Il a hoché la tête en connaissance de cause, réglant la radio sur une chaîne d'information où un animateur était en pleine phrase. Les actions chutent au milieu des rumeurs d'un rapport d'enquête majeur qui devrait être publié demain. Global Meridian Investment a publié une déclaration niant toute malversation et qualifiant les rumeurs d'attaques sans fondement conçues pour manipuler les marchés. La cotation a été temporairement suspendue après que les actions ont chuté de 20% dans l'après-midi. Les analystes financiers spéculent sur « Eduardo a changé de station à ma demande », mais le mal était fait. La nouvelle commençait déjà à fuiter. Le Tribune devait avoir commencé à contacter Global Meridian pour obtenir des commentaires, une pratique journalistique standard permettant au sujet de répondre avant publication. Cela signifiait aussi que nos poursuivants savaient maintenant exactement ce qui allait arriver. Mauvaise nouvelle, a demandé tranquillement Eduardo, ses yeux se tournant de manière significative vers Bethany pour indiquer qu'il ne parlerait pas clairement devant elle. Des nouvelles compliquées, ai-je répondu. Mais cela confirme que nous devons atteindre notre destination le plus rapidement possible. Il a hoché la tête, appuyant légèrement sur l'accélérateur. Je connais quelques raccourcis. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres quand Eduardo a finalement garé son camion dans un petit restaurant de bord de route à environ 30 miles au nord de Traverse City. C'est aussi loin que mon itinéraire le permet, a-t-il expliqué en s'excusant. Mais la propriétaire ici, Maggie, elle peut t'aider. Son fils conduit un camion de grumes près du lac Cédar. Plus de relations, plus de gentillesse d'inconnus. C'était comme si la piste de miettes de pain de Robert avait été complétée par un réseau de soutien inattendu, se matérialisant lorsque nous en avions le plus besoin. Maggie s'est avérée être une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui a posé peu de questions après la brève explication privée d'Eduardo. En moins d'une heure, son fils Derek était arrivé dans sa camionnette, prêt à nous conduire pour la dernière étape jusqu'au lac Cédar. Alors que nous remercions Eduardo et nous préparions à passer dans le véhicule de Derek, Bethany a soudainement enlacé la jambe massive du camionneur. « Merci pour les histoires », a-t-elle dit solennellement, et pour nous avoir aidés dans notre jeu, Eduardo s'est agenouillé à son niveau, son visage buriné doux. De rien, petite. Sois sage pour ta Abuela. Oui, elle est très courageuse. Les mots simples m'ont serré la poitrine, non pas parce qu'ils étaient particulièrement profonds, mais parce qu'ils reflétaient à quel point notre réalité avait changé.
Il y a 2 jours, j'étais une enseignante à la retraite attendant avec impatience une semaine tranquille avec ma petite fille pendant que mon fils voyageait pour affaires. Maintenant, des étrangers me qualifiaient de courageuse en nous aidant à fuir des hommes dangereux. Alors que la camionnette de Derek grondait vers le nord en direction du lac Cédar et du sanctuaire promis par Robert, je me suis demandé si j'étais, en fait, courageuse, ou simplement une grand-mère n'ayant d'autre choix que de continuer à avancer, un pas à la fois, vers ce qui nous attendait au bout de cette route de plus en plus dangereuse. Le lac Cédar s'est matérialisé dans le crépuscule naissant comme un souvenir prenant forme physique, une étendue d'eau lisse reflétant le bleu de plus en plus profond du ciel du soir, entourée de denses forêts de pins qui avaient été le sanctuaire de mon mari James pendant des décennies avant sa mort. Le petit chalet en rondin qui avait servi de camp de base à d'innombrables expéditions de pêche père-fils se dressait sur une légère élévation surplombant l'eau, ses fenêtres sombres et ses volets fermés. Derek a arrêté sa camionnette au bout du chemin de terre défoncé, à environ 50 mètres du chalet. C'est aussi près que je peux m'approcher, a-t-il expliqué. La route est emportée par les eaux chaque printemps, et personne ne s'est donné la peine de l'améliorer. C'est parfait, les jeux assurés en rassemblant nos maigres provisions. Vous avez été incroyablement gentil. Il a balayé mes remerciements avec la modestie désinvolte que j'associais désormais à ce chemin de fer clandestin improvisé qui nous avait transportés de Chicago au nord du Michigan. Maman n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Vous avez besoin de quelque chose pendant que vous êtes ici? Il y a une radio dans le chalet. Le canal 3 atteint notre maison si la réception est bonne. Il a hésité, puis a ajouté, je ne veux pas être indiscret, madame, mais j'espère que vos ennuis passeront bientôt. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance, aidant une Bethany endormie à descendre de la camionnette. Nous avons regardé les feux arrière de Derek disparaître sur la route étroite avant de nous tourner vers le chalet qui serait notre refuge pour combien de temps? Des jours, des semaines? Les instructions de Robert n'avaient pas précisé, et j'ai réalisé avec un léger frisson que nous étions maintenant vraiment seuls, coupés à la fois de nos poursuivants et de nos alliés. C'est ici que papa et grand-père pêchaient, a demandé Bethany, soudainement plus alerte en observant les environs. Oui, ma chérie. Ils venaient ici chaque été quand ton père avait à peu près ton âge. Et toi, tu venais aussi? J'ai secoué la tête, un sourire doux amer se formant. Non, c'était leur endroit spécial, juste pour eux. Je ne suis venu qu'une seule fois pour aider ton grand-père à le fermer pour l'hiver, l'année avant sa mort. C'était il y a près de 15 ans. Pourtant, je me souvenais exactement où James avait caché la clé de rechange, sous une pierre distinctive striée de rouge à côté des marches du porche arrière. Remarquablement, elle était toujours là, exactement comme Robert l'avait promis dans sa note. L'intérieur du chalet était simple mais bien entretenu, une pièce principale avec une cheminée en pierre, un petit coin cuisine, 2 chambres et une salle de bain de base avec une douche qui puisait l'eau du lac. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais sinon, il semblait que quelqu'un, probablement Robert, s'était assuré que l'endroit restait en bon état au fil des ans. Ça sent les pins à l'intérieur aussi, a observé Bethany alors que j'allumais les lampes à propane, leur lueur chaude créant des ombres dansantes sur les murs en rondin. Ton grand-père adorait l'odeur du pain, lui ai-je dit, reconnaissante de la distraction des tâches pratiques, vérifier le réservoir de propane, démarrer le générateur pour l'électricité, trouver du linge pour les lits. Il disait que cela lui éclaircissait l'esprit mieux que n'importe quel médicament. En travaillant ensemble, nous avons rapidement rendu le chalet raisonnablement confortable. J'ai localisé la radio promise et l'ai testée brièvement, ne recevant que des parasites, mais confirmant qu'elle avait du courant. Les placards de la cuisine contenaient des produits de base, conserves, pâtes, riz, complétés par les provisions que nous avions achetées au relais routier. Nous devrions sortir pour de la nourriture fraîche éventuellement, mais pas immédiatement. Une fois Bethany nourrie, baignée et couchée dans l'un des lits étroits de la plus petite chambre, je me suis permis de vraiment considérer notre situation pour la première fois. Le téléphone prépayé du coffre-fort restait silencieux. Pas de contact d'urgence de Robert. Le chalet n'avait ni télévision ni connexion Internet, nous laissant complètement isolés des nouvelles concernant l'article du Tribunus et retombées. Je me suis retrouvé debout à la fenêtre surplombant le lac, regardant le clair de lune onduler sur sa surface, essayant de calmer les questions qui tournaient dans mon esprit. Thomas Miller avait-il réussi à publier l'histoire? Global Meridian avait-il compris qui avait livré leur secret à la presse? Robert était-il en sécurité à Londres? Où leur portée s'était-elle étendue au-delà des océans? Mon reflet dans la vitre m'a surprise. Une femme à l'air fatigué, aux cheveux argentés et aux yeux inquiets.
si différente de la professeure confiante qui avait accompagné son fils et sa petite-fille à l'aéroport à peine 36 heures plus tôt. Cette femme avait vécu dans un monde de plans de cours et de clubs de lecture, de listes de courses et de cartes d'anniversaire. Cette femme existait dans un royaume d'ombre de messages codés et de maisons sûres, poursuivies par des menaces sans nom. Un bruit doux derrière moi a brisé ma rêverie. Bethany entrait dans la pièce principale dans son pyjama emprunté, Monsieur Carotte serré contre sa poitrine. « Je n'arrive pas à dormir », a-t-elle dit simplement. « Le lit est bizarre. » J'ai ouvert les bras et elle est venue à moi sans hésiter, son petit corps chaud contre le mien alors que je la soulevais sur mes genoux dans le vieux fauteuil à bascule à côté de la cheminée. « C'est un nouvel endroit », ai-je reconnu. Il faut du temps pour s'habituer aux nouveaux endroits. Quand est-ce que papa revient? La question ne contenait ni plainte ni lamentation, juste le désir simple d'un enfant de comprendre. J'ai choisi mes mots avec soin. Dès qu'il aura terminé son travail important. Il compte sur nous pour être courageuse et patiente pendant son absence. Est-ce qu'il combat des méchants? Comme dans mes livres? La simple question a capturé l'essence de notre situation avec une clarté inattendue. D'une certaine manière, oui. Ton père a découvert que certaines personnes de son entreprise faisaient des choses très mal qui blessaient les autres. Il s'assure qu'ils ne peuvent plus continuer à faire ces choses. Bethany a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. C'est pour ça que les hommes à l'aéroport voulaient nous arrêter, parce que nous avions les preuves secrètes de papa. Je n'aurais pas dû être surprise par sa compréhension. Les enfants absorbent bien plus que les adultes ne le croient souvent. Mais son résumé pragmatique m'a tout de même prise au dépourvu. Oui, ai-je admis. Mais nous avons fait exactement ce que ton père nous a demandé de faire. Nous avons transmis les preuves à la bonne personne et maintenant tout le monde saura la vérité. Et alors on pourra rentrer à la maison. La question innocente m'a transpercé le cœur. Je n'avais aucune idée si nous retournerions un jour à nos vies antérieures. Si la révélation des crimes de Global Meridian assurerait notre sécurité ou nous marquerait définitivement comme des cibles. La vérité était que je ne savais pas à quoi ressemblerait la maison après cela. Nous serons de nouveau avec ton père, ai-je promis à la place. C'est ce qui compte le plus. Elle a accepté cela, ses paupières s'alourdissant alors que je me balançais doucement. En quelques minutes, elle s'était rendormie, sa respiration profonde et régulière, son visage paisible à la lueur de la lampe. J'ai continué à me balancer, réticente à perturber son repos en la ramenant au lit. Dehors, un hibou a appelé de l'autre côté du lac, un son obsédant qui semblait faire écho à l'incertitude de notre avenir. Pourtant, à ce moment-là, avec le poids confiant de Bethany contre moi, j'ai ressenti une clarté de but inattendue. Quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis ou les dangers que nous devions encore affronter, je protégerai cet enfant. Non seulement parce qu'elle était ma petite fille ou parce que Robert me l'avait confiée, mais parce que dans un monde où des gens puissants pouvaient nonchalamment autoriser des ventes d'armes qui tueraient des milliers de personnes ou blanchir de l'argent pour des terroristes, protéger les innocents et la vérité devenait un acte de défi. J'avais passé des décennies à enseigner aux étudiants les moments historiques où des gens ordinaires faisaient face à des choix extraordinaires. Maintenant, dans le calme d'un chalet isolé avec un enfant endormi dans mes bras, je réalisais que j'étais devenu l'une de ces personnes, poussées par les circonstances dans un moment qui définirait non seulement ma vie, mais potentiellement beaucoup d'autres. La pensée était terrifiante et, d'une manière étrange, stimulante. Le matin est arrivé avec une beauté saisissante. La lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin, projetant des motifs tachetés sur le sol du chalet, tandis que le chant des oiseaux remplissait l'air extérieur. Pendant un instant désorientant, j'aurais presque pu croire que nous étions simplement en vacances, que Robert sortirait de la deuxième chambre en bâillant et en demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, que notre plus grande préoccupation serait de savoir si les poissons mordaient aujourd'hui. La réalité s'est réaffirmée lorsque j'ai vérifié le téléphone prépayé. Toujours pas de message, et j'ai automatiquement balayé la lisière des arbres pour tout signe de mouvement inattendu. De vieilles habitudes d'Aak sans grave peine, 2 jours de vie en fuite déjà ancrés comme si j'avais vécu ainsi pendant des années. Bethany, cependant, a embrassé notre nouvel environnement avec l'adaptabilité de l'enfance. Après un petit déjeuner de flocons d'avoine et de pêche en conserve, elle a exploré le chalet avec délice, découvrant du matériel de pêche dans un placard, des jeux de société avec des pièces manquantes sous un lit, et une collection de guides de terrain sur la faune locale qui a immédiatement captivé son intérêt. « Mamie, on peut aller chercher des oiseaux ?» a-t-elle demandé en me montrant des illustrations détaillées de mésanges et de citelles. Le livre dit qu'il y en a beaucoup ici. J'ai hésité,
tiraillée entre la prudence et le besoin de maintenir une certaine normalité pour elle. Le chalet était isolé, le voisin le plus proche à au moins 1 mile, selon mes souvenirs des descriptions de James. Une courte promenade le long du lac serait sûrement sans danger. Nous resterons près du chalet, ai-je décidé en l'aidant à mettre sa veste. Et si je dis que nous devons rentrer, nous rentrons immédiatement. Pas de question. Elle a hoché la tête solennellement, acceptant ces conditions avec le sérieux de notre jeu en cours. Ensemble, nous nous sommes aventurés dehors, restant à la lisière des arbres où nous pouvions rapidement nous mettre à l'abri si nécessaire. L'air printanier portait un froid persistant, mais le soleil réchauffait nos visages alors que nous marchions lentement le long du rivage. Bethany tenait son guide des oiseaux et pointait avec enthousiasme chaque battement d'aile. Je me suis retrouvé à la fois hyper vigilante et étrangement en paix, scrutant constamment les menaces tout en absorbant la simple joie de regarder ma petite fille découvrir quelque chose de nouveau. Était-ce ainsi que se sentaient les mères dans les zones de guerre pendant de brefs moments de normalité? Ce mélange dissonant de danger et de tranquillité domestique. Nous avions identifié cette espèce d'oiseau différente et recueilli un assortiment de roches intéressantes lorsque le son lointain d'un moteur de véhicule a glacé mes veines. J'ai attrapé la main de Bethany, la tirant vers les arbres. À l'intérieur, maintenant, ai-je murmuré, tous mes sens soudainement exacerbés. Nous nous sommes dépêchés de retourner au chalet, entrant par la porte arrière et la verrouillant derrière nous. J'ai placé Bethany dans la plus petite chambre, loin des fenêtres. Reste ici jusqu'à ce que je vienne te chercher, ai-je ordonné, en gardant ma voix calme malgré les battements de mon cœur. Souviens-toi comment nous nous sommes entraînés, à être très silencieuses. Elle a hoché la tête, serrant fermement Monsieur Carotte, les yeux grands ouverts mais confiants. Je me suis déplacé silencieusement vers la fenêtre avant, me positionnant pour voir sans être vu. Une camionnette, un modèle plus ancien, rouillé autour des passages de roues, s'était arrêtée au bout du chemin de terre. Une seule silhouette en est sortie. Un homme plus âgé en chemise de flanelle et bottes de travail, portant ce qui semblait être un sac d'épicerie en papier. Le soulagement m'a envahi lorsque j'ai reconnu la description du père de Derek, le gardien de la propriété qui vérifiait le chalet périodiquement. Pourtant, je suis restée prudente, observant alors qu'il s'approchait et frappait fermement à la porte d'entrée. « Madame Carter » a-t-il appelé. « C'est Jim Lawson. Derek m'a envoyé avec quelques provisions. » J'ai récupéré Bethany avant de répondre, ne voulant pas la laisser hors de ma vue même un instant. Ensemble, nous avons ouvert la porte pour trouver un homme buriné d'environ 70 ans avec des yeux bienveillants et un visage ridé par des décennies de travail en plein air. « Je ne voulais pas vous effrayer », a-t-il dit en tendant le sac d'épicerie. « Derek a mentionné que vous pourriez avoir besoin de quelques produits frais. Lait, pain. Ma femme a aussi envoyé un gratin. » C'est incroyablement attentionné, ai-je dit en acceptant le sac avec gratitude. « S'il vous plaît, remerciez-la pour nous. » Jim a hoché la tête, ses yeux évaluant le chalet avec un regard professionnel. « L'endroit tient le coup ? Je ne suis pas beaucoup venu le vérifier cet hiver. » « C'est parfait, les jeux assurés. Votre entretien l'a maintenu en merveilleux état. » Il a semblé satisfait de cela, puis a hésité avant d'ajouter « Je ne veux pas être indiscret, madame, mais Derek a mentionné que vous pourriez avoir des ennuis. Devrions-nous surveiller quelque chose ? Des étrangers posant des questions, ce genre de choses. » La question directe m'a prise au dépourvu, mais sa manière franche suggérait une préoccupation sincère plutôt qu'une curiosité indiscrète. « C'est compliqué, ai-je admis. Mais oui, il pourrait y avoir des gens qui nous cherchent. Si quelqu'un demande, personne ne vous a vu, a-t-il terminé avec un hochement de tête entendu. C'est ce que je pensais. Les gens d'ici se mêlent de leurs affaires, mais on veille les uns sur les autres aussi. Il a jeté un coup d'œil à Bethany, qui était à moitié cachée derrière mes jambes. Restez tranquille. Je passerai tous les 2 jours avec des provisions. Vous avez besoin de quelque chose de spécifique ? Laissez juste une note sous ce pot de fleurs sur le porche. Après son départ, je me suis senti inopinément ému par cette chaîne continue de bonté de la part d'étrangers. Chaque personne faisant sa petite part sans exiger d'explication ni porter de jugement. C'était en contraste frappant avec les criminels d'entreprise que Robert avait dénoncés, dont les ressources et les relations massives étaient utilisées pour protéger leur capacité à tirer profit de la souffrance. La journée s'est écoulée lentement, marquée par des activités simples pour occuper Bethany, des jeux de société, la lecture de la petite collection de livres de poche du chalet, l'identification d'autres oiseaux par les fenêtres.
J'ai rationné notre utilisation du générateur pour préserver le carburant, comptant plutôt sur la lumière naturelle et les lampes à propane à l'approche du soir. Après le dîner, j'ai réessayé la radio. Cette fois, en me connectant avec succès à la fréquence que Derek avait mentionnée. Sa voix a crépité à travers les parasites, confirmant que son père avait pris contact et demandant si nous avions besoin d'autre chose. J'ai demandé des journaux, toutes les publications nationales qu'il pourrait trouver, et il a promis de les envoyer avec la prochaine livraison de provisions. La nuit est tombée, apportant avec elle un silence profond, différent de tout ce que nous connaissions dans notre vie de banlieue. J'ai mis Bethany au lit avec une autre histoire sur les aventures de pêche de son père dans son enfance à ce même lac, puis je me suis installé dans le fauteuil à bascule avec une lampe à pétrole, l'un des vieux romans policiers de James ouvert sur mes genoux, bien que mes yeux se concentrent rarement sur les mots. Vers minuit, le téléphone prépayé a enfin sonné. Un seul message texte d'un numéro non répertorié. Histoire publiée. Action globale Méridien suspendue. Le FBI a perquisitionné le siège. Ne bougez pas. Contact à venir dans 3 jours. Tout va bien pour l'instant. Le message laconique ne me disait rien sur la sécurité personnelle de Robert, mais confirmait que notre mission avait réussi. Thomas Miller avait publié son article, et les rouages de la justice, aussi imparfaits soient-ils, avaient commencé à tourner. Je me suis permis un moment de satisfaction avant que les implications de « contact à venir dans 3 jours » ne s'imposent à moi. Quelqu'un arriverait au chalet, quelqu'un en qui Robert avait assez confiance pour nous l'envoyer. 3 jours de plus d'attente, de sursaut à chaque bruit, de maintien d'un visage courageux pour Bethany, tandis que ma propre anxiété bouillonnait sous la surface. 3 jours de plus avant d'apprendre ce qui allait suivre dans ce chapitre inattendu de nos vies. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres une dernière fois avant de tenter de dormir. Le fusil chargé que j'avais trouvé dans le placard du chalet était maintenant appuyé à côté de mon lit. James m'avait appris à tirer il y a des décennies, une compétence que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin jusqu'à maintenant. Alors que je sombrais dans un sommeil agité, je me suis surprise à cataloguer les changements en moi depuis ce moment à l'aéroport. L'Helena Carter qui était arrivée à ce chalet n'était pas la même femme qui avait entendu l'avertissement murmuré de sa petite fille. Cette femme avait vécu une vie définie par des routines prévisibles et des attentes raisonnables. Cette femme, celle allongée éveillée avec un fusil à portée de main, avait découvert des capacités qu'elle ne soupçonnait pas, une prise de décision sous pression, une pensée stratégique, la capacité de naviguer dans le danger tout en protégeant ce qui comptait le plus. Que ces changements soient des améliorations ou simplement des adaptations nécessaires à des circonstances extraordinaires restait à voir. Mais alors que je succombais finalement à l'épuisement, une certitude demeurait. Je ne me contentais plus de réagir à des événements hors de mon contrôle. Je devenais une participante active à l'histoire qui se déroulait encore. Pour le meilleur ou pour le pire. Les journaux sont arrivés le lendemain, livrés par Jim avec d'autres provisions et une radio à pile. Les titres confirmaient ce que le message texte avait suggéré. Global Méridien impliqué dans des crimes financiers massifs, dominait les premières pages, accompagné de photos d'agents du FBI transportant des boîtes du siège de l'entreprise à Chicago. La signature de Thomas Miller apparaissait en bonne place, son article soigneusement rédigé exposant les preuves que Robert avait rassemblées avec une précision dévastatrice. L'article détaillait les opérations de blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue et les organisations terroristes, les ventes d'armes illégales qui violaient les sanctions internationales et la corruption systématique de fonctionnaires de la réglementation. Plusieurs cadres de haut rang avaient déjà été arrêtés, tandis que d'autres, y compris le PDG, coopéraient apparemment avec les autorités fédérales en échange de clémence. C'est l'entreprise de papa, a demandé Bethany, regardant par-dessus mon épaule le journal étalé sur la table de la cuisine. Oui, ai-je répondu rapidement, en pliant le journal pour cacher les détails les plus troublants. Ton père a aidé les journalistes à comprendre des choses très compliquées qui se passaient là-bas. Elle a hoché la tête, acceptant cette explication simplifiée. C'est pour ça que nous vivons notre aventure. Pour que les méchants ne puissent pas l'arrêter. Exactement, ai-je confirmé, une fois de plus impressionné par sa perception. Et ça a marché. L'épreuve de ton père aide beaucoup de gens maintenant. Les jours passaient avec une lenteur angoissante. Notre isolement, à la fois protection et prison. J'ai maintenu une routine pour le bien de Bethany, des repas à heures régulières, des promenades dans la nature en restant près du chalet, de la lecture et des jeux le soir. La radio à pile apportait des nouvelles que j'écoutais après qu'elle se soit endormie, absorbant le scandale grandissant alors que les crimes de Global Méridien captaient l'attention nationale. Des auditions au Congrès étaient prévues.
Des mandats d'arrêt internationaux avaient été émis pour les cadres qui avaient fui le pays. Les fonds des clients étaient gelés en attendant l'enquête. Pourtant, nulle part dans la couverture médiatique il n'y avait de mention de Robert, le lanceur d'alerte qui avait rendu tout cela possible. Une omission délibérée, je suppose, pour le protéger des représailles. Le matin du 3e jour, je me suis réveillé avant l'aube, la tension m'envahissant à la perspective de notre visiteur attendu. Qui Robert enverrait-il? Comment nous trouverait-il? Quelle nouvelle apporterait-il? Je me suis habillé avec soin, choisissant des vêtements qui permettraient un mouvement rapide si nécessaire, et me suis positionné sur le porche avec une tasse de café et les vieilles jumelles de James. Bethany dormait encore paisiblement à l'intérieur, inconsciente de l'importance de ce jour particulier. Le soleil venait de passer la cime des arbres lorsque j'ai repéré un mouvement sur le chemin de terre. Pas un véhicule, mais une seule silhouette à pied s'approchant régulièrement. J'ai récupéré le fusil à l'intérieur de la porte, le gardant visible, mais pas directement pointé. Alors que le visiteur se rapprochait, la brume matinale obscurcissait partiellement ses traits, mais je pouvais distinguer une femme de taille moyenne portant un sac à dos, habillée pour la randonnée avec des bottes pratiques et plusieurs couches de vêtements. Lorsqu'elle est arrivée à moins de 50 mètres, la reconnaissance m'a frappé comme un coup physique. Rachel, l'ex-femme de Robert et la mère de Bethany. J'ai immédiatement baissé le fusil, le choc et la confusion se battant en moi. Rachel avait déménagé en Californie après le divorce il y a 2 ans, établissant une nouvelle vie qui incluait une implication minimale avec sa fille. Des appels vidéo mensuels et des visites pour les vacances constituaient l'étendue de sa parentalité, la garde principale étant accordée à Robert et moi servant de gardienne secondaire lorsque son travail exigeait des déplacements. Elena, a-t-elle appelé en levant la main en guise de salut alors qu'elle s'approchait du porche. C'est juste moi. J'ai posé le fusil, me déplaçant pour la rejoindre au bas des marches. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, son apparence normalement impeccable froissée par le voyage. Rachel, ai-je répondu, encore en train de digérer son arrivée inattendue. Comment est-ce que, Robert a tout arrangé, a-t-elle interrompu en laissant tomber son sac à dos au sol. Il m'a contacté il y a 5 jours, a expliqué ce qui se passait. J'ai voyagé sous un faux nom, en utilisant uniquement de l'argent liquide, en changeant de moyen de transport toutes les quelques heures. Un rire sans joie lui a échappé. Apparemment, ces romans policiers qu'il lisait toujours ont été utiles pour planifier la logistique d'une fugitive. Avant que je puisse répondre, la porte du chalet s'est ouverte en grand et Bethany a jailli sur le porche, son visage se transformant de joie incrédule. « Maman » a-t-elle crié, dévalant pratiquement les marches dans sa hâte. Rachel s'est agenouillée, ouvrant les bras alors que Bethany se jetait dans son étreinte. « Salut, ma puce » a-t-elle dit, en utilisant le surnom qu'elle avait donné à sa fille quand elle était bébé. Tu m'as tellement manqué. Je me suis reculé, leur laissant de l'espace pour leur retrouvaille tout en essayant de réaligner ma compréhension de notre situation. La présence de Rachel changeait tout, soulevait de nouvelles questions, créait de nouvelles possibilités et complications. Une fois les salutations émotionnelles apaisées, nous sommes entrés à l'intérieur où Rachel a accepté un café et a commencé à combler les lacunes considérables de ma compréhension. Robert m'a contacté via un ancien compte de messagerie que nous gardions pour les urgences, a-t-elle expliqué en se réchauffant les mains sur la tasse. Il savait qu'il surveillerait ses communications habituelles, mais cette adresse datait d'avant notre mariage. Aucun lien avec son identité actuelle. Il t'a tout dit, ai-je demandé, encore en train de digérer les implications. Elle a hoché la tête. Sur le blanchiment d'argent, les ventes d'armes, tout. Il a dit qu'il ne pouvait pas te prévenir directement parce qu'il le surveillait de trop près. Mais il savait que tu protégerais Bethany s'il lui donnait les bonnes instructions. Une lueur de quelque chose, du regret, de la honte, a traversé son visage. Il te faisait entièrement confiance, Elena. Il disait que tu étais la personne la plus forte qu'il connaisse. Bethany s'était installée contre sa mère, manifestement peu disposée à rompre le contact physique après leur longue séparation. Je l'ai envoyé se laver et se changer, ayant besoin d'un moment pour parler en privé avec Rachel. Où est-il maintenant, ai-je demandé une fois que Bethany était hors de portée de voix. Est-il en sécurité? Rachel a jeté un coup d'œil vers le couloir avant de baisser la voix. Il n'est jamais allé à Londres. Le billet était une diversion. Il est au Canada, travaillant avec les autorités internationales pour suivre les comptes offshore. Elle a hésité, puis a continué. La raison pour laquelle il m'a envoyé ici, c'est que nous devons partir, nous toutes, ce soir.
Le calme que j'avais cultivé ces derniers jours s'est instantanément brisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête révèle des liens au-delà de ce que même Robert avait anticipé. Des fonctionnaires du gouvernement, des agences de renseignement, des intérêts étrangers, tous compromis. Des personnes très puissantes risquent la prison ou pire, et ils ont remonté la fuite jusqu'à Robert. Ses yeux ont croisé les miens. La peur était évidente malgré son ton contrôlé. Ils ont identifié sa famille comme un moyen de pression. Il y a eu un incident à mon appartement en Californie. Des hommes sont entrés par effraction, ont saccagé l'endroit. Le contact de Robert au FBI dit qu'il resserre la recherche, se concentrant sur les propriétés ayant des liens familiaux. Une sueur froide s'est installée dans mon estomac. Ce chalet est enregistré au nom de la succession de James. Exactement, a-t-elle confirmé d'un air sombre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve dans les registres de propriété. Robert dit que nous devons partir ce soir, rencontrer son contact à la frontière canadienne. Ils ont de nouvelles identités prêtes, un endroit où nous pourrons rester jusqu'à ce que le danger immédiat soit passé. L'ampleur de ce qu'elle décrivait, abandonner nos vies entières, peut-être de façon permanente, m'a frappé avec une force physique. Je me suis affalé sur une chaise, essayant de digérer cette nouvelle réalité. Pour combien de temps, ai-je finalement réussi à dire? Combien de temps avant que nous puissions revenir? L'expression de Rachel s'est adoucie de sympathie. Robert ne sait pas. Des mois au minimum, peut-être plus longtemps. Le non-dit, peut-être jamais, flottait dans l'air entre nous. J'ai pensé à ma maison remplie de décennies de souvenirs. Mes amis, la communauté que j'avais construite au fil d'une vie. Tout cela potentiellement perdu parce que mon fils avait choisi de dénoncer la corruption au plus haut niveau. Je sais que c'est accablant, a dit Rachel doucement. Mais nous n'avons pas le choix, Elena. Ces gens ont atteint le stade du désespoir où ils n'ont plus rien à perdre. S'ils ne peuvent pas faire taire Robert directement, ils nous utiliseront pour le forcer à agir. J'ai regardé vers le couloir où le fredonnement joyeux de Bethany s'échappait de la salle de bain, inconsciente que son monde était sur le point d'être à nouveau bouleversé. Alors nous partons ce soir, ai-je dit, ma résolution se durcissant autour de la seule certitude qui restait constante à travers tous ces changements, protéger ma famille passée avant tout. Dis-moi ce que nous devons faire. Le crépuscule s'est installé sur le lac Cédar alors que nous faisions nos derniers préparatifs. Les instructions de Rachel étaient précises. Ne prendre que ce que nous pouvions transporter dans des sacs à dos, s'habiller en plusieurs couches, apporter le minimum de pièces d'identité nécessaires. Tout le reste serait laissé derrière. Le chalet lui-même serait arrangé pour paraître temporairement abandonné plutôt que fui à la hâte, nous faisant gagner un temps précieux si nos poursuivants nous suivaient jusqu'ici. Je me suis déplacé à travers les petites pièces avec une efficacité douce amère, effaçant les traces de notre présence, tout en préservant l'illusion que nous pourrions revenir n'importe quel jour. Les lits étaient laissés en désordre mais pas d'effet. La vaisselle était lavée mais laissée sur l'égouttoir. Le matériel de pêche était positionné près de la porte comme s'il était prêt pour l'expédition du lendemain. Mamie, pourquoi devons-nous partir la nuit, a demandé Bethany alors que je l'aidais à faire son petit sac. N'est-ce pas plus difficile de voir? C'est exactement pour ça, ai-je expliqué en pliant son pull supplémentaire en un paquet compact. Parfois, c'est plus sûr quand les gens ne peuvent pas te voir clairement. Elle a hoché la tête, acceptant cette logique. Comme une partie de cache-cache dans le noir. Tout à fait comme ça, ai-je convenu, reconnaissante de sa capacité à voir notre fuite désespérée comme une autre phase de notre jeu en cours. Rachel est entrée avec une brassée de denrées alimentaires emballées dans des sacs Ziploc. Le contact dit d'apporter des provisions pour 24 heures. Nous aurons environ 6 heures de marche pour atteindre le point de rendez-vous. 6 heures à travers la forêt la nuit. Je n'ai pas pu cacher l'inquiétude dans ma voix. Avec une enfant de 7 ans? Robert a planifié l'itinéraire avec soin, m'a-t-elle assuré. Il suit des sentiers de gibier la plupart du temps, évite les grands changements d'altitude et reste sur un terrain gérable même par faible luminosité. Il avait l'habitude de chasser dans ces bois avec son père. Tu te souviens? Je me souvenais en effet de James et Robert disparaissant pour des week-ends pendant la saison du chevreuil, revenant avec des récits détaillés de leurs aventures dans les bois, qu'ils aient réellement attrapé quelque chose ou non. Ces expéditions avaient donné à mon fils une connaissance intime de l'arrière-pays qui pourrait maintenant nous sauver la vie. L'alternative est de conduire, a poursuivi Rachel, ce qui signifie des routes, des points de contrôle, des témoins potentiels.
La frontière canadienne est étonnamment poreuse dans ces régions reculées si vous savez où traverser à pied. La manière décontractée dont elle a mentionné le passage illégal de la frontière a souligné à quel point notre monde avait changé. Il y a 3 semaines, j'aurais été horrifié par cette suggestion. Maintenant, cela semblait non seulement raisonnable, mais nécessaire. À 22 heures, l'obscurité avait complètement envahi la forêt. Nous avons éteint toutes les lumières dans le chalet et attendu 1 heure de plus pour nous assurer que notre vision nocturne était complètement adaptée avant de commencer notre voyage. Bethany, initialement excitée par la perspective d'une aventure nocturne, était devenue plus silencieuse alors que la réalité de quitter la sécurité du chalet s'imposait. « Est-ce qu'on reviendra un jour ici ?» a-t-elle demandé alors que j'ajustais son petit sac à dos sur ses épaules. La question m'a transpercé par sa simple franchise. J'ai envisagé de la rassurer, puis j'ai décidé d'opter pour l'honnêteté. Je ne sais pas, ma chérie, mais ce qui compte le plus, c'est que nous soyons ensemble. Toi, moi et ta mère. Les lieux peuvent être laissés derrière, mais ce sont les gens qui font un vrai foyer. Elle a absorbé cela avec son sérieux caractéristique, puis a pris ma main. Je suis prête. Rachel a ouvert la voie, naviguant avec une lampe frontale à filtre rouge qui préservait notre vision nocturne tout en fournissant juste assez d'éclairage pour suivre le sentier étroit. J'ai pris la position arrière avec Bethany entre nous. La forêt nous a immédiatement enveloppés. Un monde dense de sons et de sensations accentués par l'obscurité. Des hiboux appelaient au-dessus de nos têtes. De petites créatures bruissaient dans les sous-bois, et l'odeur douce et résineuse du pin nous entourait comme le parfum de la nature. Nous avancions lentement mais régulièrement, nous arrêtant toutes les 30 minutes pour de brèves pauses et de l'eau. Bethany a maintenu un rythme impressionnant pour son âge, bien que je puisse voir la fatigue commencer à se manifester après la 2e heure. Sans se plaindre, Rachel l'a porté sur son dos pendant des portions du trajet, mère et fille travaillant ensemble avec une synchronicité qui démentait leur relation habituellement distante. Près de la mi-parcours, Rachel a appelé à une pause plus longue près d'un petit ruisseau. Alors que Bethany somnolait contre mon épaule, Rachel et moi avons partagé un moment de connexion inattendue. J'ai été une mère terrible, a-t-elle dit doucement, fixant l'obscurité au-delà de notre petit cercle de lumière filtrée. Poursuivant ma carrière en Californie pendant que Robert élevait notre fille. Tu as fait des choix qui te semblaient justes à l'époque, ai-je répondu, surprise par sa soudaine vulnérabilité. Elle a secoué la tête. Je les ai abandonnés. Appelons les choses par leur nom. Sa voix ne contenait aucun apitoiement, juste une évaluation crue. Je me disais que Bethany était mieux avec Robert. Il a toujours été le parent le plus naturel. Que je construisais un meilleur avenir en établissant mon cabinet. Que les appels vidéo hebdomadaires suffisaient. Un rire amer lui a échappé. Et maintenant, regarde-nous. Pas de carrière, pas de maison, fuyant pour nos vies parce que Robert a eu le courage de faire ce qui était juste pendant que j'étais occupé à construire ma vie parfaite à 3000 miles de là. J'ai réfléchi attentivement à ces paroles avant de répondre. Nous avons tous des regrets, Rachel. Mais en ce moment, tu es là quand ça compte le plus. Ça compte pour quelque chose. Vraiment, a-t-elle demandé, une incertitude sincère dans sa voix. Peut-on réparer des années d'absence en pleine crise? Tu serais surprise de ce que la crise révèle sur les relations, ai-je offert. Quand tout le reste est dépouillé, le noyau tient ou il ne tient pas, notre conversation s'est terminée alors que Bethany s'agitait et que nous reprenions notre chemin avec un objectif renouvelé. La nuit s'est approfondie autour de nous, la forêt devenant plus dense alors que nous nous éloignions des sentiers balisés. À 2 reprises, Rachel s'est arrêtée pour consulter une carte dessinée à la main, apportant de légers ajustements à notre cap. Près de l'aube, nous avons atteint une petite clairière où les arbres s'éclaircissaient suffisamment pour révéler les premières lueurs du jour approchant. Rachel a vérifié sa montre et a hoché la tête avec satisfaction. Nous sommes en avance. Le point de rendez-vous est à environ 40 minutes, un petit chalet de chasse juste au sud de la frontière. De là, notre contact nous guidera pour traverser et rejoindre un transport du côté canadien. Qui est ce contact, ai-je demandé, la question qui me taraudait depuis des heures faisant enfin surface. Comment Robert peut-il être certain qu'il est digne de confiance? Il n'a pas voulu me le dire. Il a dit que c'était plus sûr si je ne le savais pas avant de le rencontrer. Elle a ajusté son sac, grimaçant légèrement sous le poids. Mais il était confiant, il a dit que c'était quelqu'un de son passé en qui il avait confiance pour sa vie et les nôtres. Nous avons continué alors que la forêt s'éclaircissait progressivement autour de nous, les oiseaux se réveillant pour accueillir le nouveau jour en chœur. Bethany,
d'abord énergisé par l'aube approchante, a commencé à faiblir sensiblement. Je l'ai porté pour la dernière portion, son petit corps lourd contre mon dos, mais sa confiance un poids encore plus grand sur mon cœur. Le chalet de chasse est apparu soudainement. Une structure rudimentaire d'une seule pièce presque reprise par la végétation environnante. Aucune fumée ne s'échappait de sa cheminée. Aucune lumière ne brillait de sa seule fenêtre. Mais Rachel s'est approchée avec confiance. « Bonjour », a-t-elle appelé doucement en frappant légèrement à la porte usée par les intempéries. « Nous sommes la famille Sullivan. » Le silence a répondu, s'étirant inconfortablement jusqu'à ce que je commence à me demander si nous avions manqué notre connexion. Puis la porte a grincé en s'ouvrant, révélant une silhouette se découpant contre l'intérieur sombre. Pile à l'heure, a observé une voix de femme, sortant dans la lumière du matin. « Robert a dit que vous seriez ponctuel. » La reconnaissance m'a frappé avec la force d'un coup physique. La femme, mince, athlétique, avec des cheveux foncés striés de gris, coupés courts, avait vieilli de 2 décennies depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais son identité était indubitable. « Diane », ai-je murmuré, manquant de trébucher sous le choc. Diane Matthews, la petite amie de Robert à l'université, qui avait brusquement disparu de sa vie pendant leur dernière année après avoir été recrutée par une agence gouvernementale anonyme. La relation qui avait brisé le cœur de mon fils et l'avait mis sur un chemin de vie complètement différent de ce qu'il avait prévu. « Bonjour, Elena », a-t-elle répondu avec un léger sourire. « Ça fait longtemps. »« Vous vous connaissez ?» a demandé Rachel, la confusion évidente dans sa voix. « Autrefois » a confirmé Diane en nous faisant signe d'entrer. « Il y a une éternité, avant que je ne devienne quelqu'un d'autre entièrement. » En entrant dans le chalet, j'ai eu du mal à intégrer cette nouvelle pièce dans le puzzle déjà complexe de notre situation. Le message cryptique de Robert sur quelqu'un de son passé a pris une nouvelle signification. Avait-il maintenu le contact avec Diane toutes ces années? Ou leur chemin s'était-il à nouveau croisé à travers les connexions tordues de la corruption de Global Meridian? L'intérieur du chalet était spartiate, mais préparé pour notre arrivée. De l'eau en bouteille, des barres énergétiques, une trousse de premiers secours et, plus surprenant encore, un téléphone satellite qui semblait nettement plus avancé que la technologie civile. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », a dit Diane, tout à fait professionnelle en vérifiant sa montre. La patrouille frontalière change de service dans 90 minutes. C'est notre fenêtre pour traverser sans être détecté. Bethany, observant ce nouveau développement avec de grands yeux, a tiré sur ma manche. « Mamie, qui est-ce » Je me suis agenouillé à son niveau, trouvant des mots simples pour une situation compliquée. Quelqu'un qui a connu ton papa il y a longtemps. Quelqu'un qui va nous aider à le retrouver. C'est exact, a confirmé Diane, adoucissant son ton en s'adressant directement à Bethany. Ton père et moi étions de bons amis autrefois. Et maintenant, je vais m'assurer que vous arriviez tout en lieu sûr. Alors qu'elle décrivait la phase suivante de notre voyage, une randonnée de 2 miles jusqu'à la frontière, traversant à une section non surveillée spécifique, puis un autre mile jusqu'à un véhicule en attente, je me suis demandé quelles autres surprises nous attendaient sur ce chemin extraordinaire que nous avions été forcés d'emprunter. D'un avertissement murmuré dans un aéroport à une évasion internationale coordonnée par une petite amie perdue de vue devenue agent secret, rien dans mes 68 ans ne m'avait préparé à tout cela. Pourtant, me voilà, prête à suivre ce fantôme du passé de mon fils dans un autre inconnu. Car pour protéger sa famille, aucune carte n'est trop complexe, aucun voyage trop intimidant, aucun allié trop inattendu. Le passage de la frontière s'est déroulé avec une efficacité bien rodée. Diane nous a guidés le long de sentiers de gibier si ténus qu'ils étaient presque invisibles, ces mouvements trahissant des années d'expérience sur le terrain que je ne pouvais qu'imaginer. Nous avons gardé le silence, à l'exception des communications essentielles, Bethany comprenant la gravité de notre situation malgré son âge, suivant les instructions sans poser de questions. Vous voyez cette ligne de rocher, a murmuré Diane en désignant un arrangement de pierres banales qui semblait naturel à mon œil non averti. C'est la frontière. Une fois que nous l'aurons franchie, nous serons au Canada. Juridiction différente, poursuivants différents. Cela nous donne un avantage, au moins temporairement. Est-ce qu'ils nous suivront, a demandé Rachel en ajustant la capuche de Bethany contre le froid matinal. Éventuellement, a confirmé Diane. Mais la coordination internationale prend du temps, même pour des organisations disposant de leurs ressources. C'est sur ce délai que nous comptons. Nous avons franchi la ligne invisible entre les nations sans cérémonie, sans autre reconnaissance que le bref hochement de tête de satisfaction de Diane.
La forêt du côté canadien semblait identique. Les mêmes pins, les mêmes sous-bois, le même chant d'oiseaux. Pourtant, savoir que nous avions quitté le sol américain a créé un changement psychologique que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Une autre heure de randonnée nous a amenés à une étroite route de terre où un VUS quelconque attendait, partiellement dissimulé par des branches surplombantes. Un homme était appuyé contre le véhicule, se redressant à notre approche. Diane a levé la main en guise de salut et il a répondu par un salut désinvolte qui suggérait une formation militaire. Voici Marcus, a brièvement présenté Diane. Il conduira la première étape. Pas de questions, s'il vous plaît. Marcus nous a fait un signe de tête sans parler, aidant à charger nos sacs à dos dans le véhicule avant de tenir la porte pendant que nous montions. Bethany, épuisée par notre voyage nocturne, s'est endormie presque immédiatement contre le flanc de Rachel. Je me suis surprise à combattre une fatigue similaire, l'adrénaline qui m'avait soutenu s'estompant enfin maintenant que nous avions atteint cette étape. Vous devriez vous reposer, a conseillé Diane depuis le siège passager avant alors que Marcus conduisait en douceur sur des routes secondaires, évitant les grandes autoroutes. Il y a encore 6 heures jusqu'à la maison sûre. Où allons-nous, ai-je demandé, ayant besoin d'un point d'ancrage dans cette mer d'incertitude. Une propriété à l'extérieur de Montréal, isolée, sécurisée, sans trace officielle. Elle s'est légèrement tournée, croisant mon regard. Robert y attend. La simple déclaration m'a complètement réveillé. Robert est à Montréal? Nous avons délibérément maintenu cette fiction, a expliqué Diane. Même avec Rachel. Moins de gens connaissaient sa position réelle, plus c'était sûr pour tout le monde. Rachel s'est agitée à côté de moi. Vous m'avez menti. Robert vous a menti, a corrigé Diane sans s'excuser. Sécurité opérationnelle. Si vous aviez été capturé et interrogé, vous n'auriez pas pu révéler ce que vous ne saviez pas, le calcul froid derrière une telle planification, les couches de tromperie, les contingences pour la capture et l'interrogatoire, peignaient mon fils sous un jour que je n'avais jamais envisagé auparavant. Le comptable méthodique que j'avais élevé avait orchestré une opération de lancement d'alerte internationale et un plan d'évasion digne d'une agence de renseignement. Comment t'inscris-tu dans tout ça, ai-je demandé directement à Diane. Après 20 ans de silence, tu apparais soudainement comme le contact de confiance de Robert. Quelque chose a vacillé sur son visage. Du regret peut-être, ou simplement la reconnaissance de la complexité de son rôle. Ce n'était pas soudain, Helena. Robert et moi avons repris contact il y a 3 ans lorsque mon agence enquêtait sur des irrégularités financières qui croisaient les opérations de Global Meridian. Ton agence, ai-je insisté. Je ne peux pas être plus précise, a-t-elle répondu avec une neutralité exercée. Mais quand Robert a réalisé ce qu'il avait découvert, il a pris contact via les canaux que nous avions établis lors de cette enquête. Ce qu'il a trouvé allait bien au-delà de nos préoccupations initiales. Le trafic d'armes à lui seul traversait de multiples juridictions internationales. Le paysage à l'extérieur de nos fenêtres s'est progressivement transformé, passant de forêts denses à des terres agricoles dispersées alors que nous continuions vers l'est. Bethany dormait, son visage paisible dans l'inconscience, ignorant béatement l'intrigue internationale entourant les actions de son père. Est-ce qu'elle sait, ai-je demandé tranquillement à Rachel en désignant notre petite fille, à propos de la relation de son père avec Diane? Rachel a secoué la tête. Robert ne me l'a jamais mentionné, même lorsque nous étions mariés. Ce qui s'est passé entre eux était quelque chose qu'il gardait complètement privé. Le voyage s'est poursuivi dans un silence relatif, avec de brefs arrêts uniquement lorsque c'était absolument nécessaire pour les toilettes ou pour changer de véhicule, une précaution sur laquelle Diane a insisté malgré l'absence de signes évidents de poursuite. En fin d'après-midi, nous avions atteint la périphérie de Montréal, puis continué vers le nord dans un territoire de plus en plus rural. À l'approche du crépuscule, Marcus a tourné sur un étroit chemin de gravier qui serpentait à travers des bois épais sur plusieurs miles avant de déboucher sur une clairière où se dressait une substantielle maison en rondins, de la fumée s'échappant de manière accueillante de sa cheminée. Mon cœur s'est emballé alors que nous nous arrêtions devant la maison, scrutant le porche et les fenêtres pour tout signe de Robert. La porte d'entrée s'est ouverte au moment où Marcus coupait le moteur. Une silhouette est sortie, grande, familière, malgré la barbe qu'il s'était laissé pousser depuis la dernière fois que je l'avais vu, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Papa. Le cri de Bethany a brisé le moment alors qu'elle jaillissait de la voiture, soudainement bien réveillée et courant à toute vitesse vers son père. Robert l'a attrapée en plein saut, la faisant tourner alors qu'elle enroulait ses bras autour de son cou. L'émotion brute sur son visage, joie, soulagement, amour,
racontait sa propre histoire du sacrifice et de l'inquiétude qu'il avait enduré pendant notre séparation. Rachel et moi nous sommes approchés plus lentement, toutes deux submergées à notre manière par ces retrouvailles qui avaient semblé de plus en plus improbables au fil des jours. Quand Robert a finalement reposé Bethany, il a brièvement étreint Rachel avant de se tourner vers moi. « Maman » a-t-il dit simplement, sa voix se brisant légèrement alors qu'il me serrait dans une étreinte forte. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Nous avons fait ce que tu as demandé, ai-je répondu, ma propre voix mal assurée. Bien que tes instructions auraient pu être un peu plus détaillées. Un rire surpris lui a échappé. Le premier véritable moment de légèreté dans toute cette épreuve. Je m'en souviendrai pour le prochain scandale de corruption internationale que je dénoncerai. À l'intérieur, la maison s'est révélée à la fois confortable et stratégiquement conçue. De grandes fenêtres offrant des lignes de vue claires sur toutes les approches, de multiples points de sortie, un sous-sol qui pourrait servir de bunker si nécessaire. Quelqu'un avait préparé notre arrivée avec une soupe maison mijotant sur le poêle et des lits faits avec du linge frais. Après que Bethany ait été nourrie, baignée et installée dans une chambre, ses deux parents se relayant pour lui raconter des histoires pour s'endormir, Robert, Diane et moi nous sommes réunis dans la pièce principale. Le poids des questions sans réponse pesait entre nous, exigeant d'être abordé maintenant que la crise immédiate de notre fuite était résolue. Je vous dois des explications à toutes les deux, a reconnu Robert en versant 3 verres de whisky et en les distribuant. Par où commencer? Le début serait traditionnel, ai-je suggéré en m'asseyant près du feu. Comment un directeur financier d'une société d'investissement tombe-t-il sur une criminalité internationale qui justifie tout cela? J'ai fait un geste autour de nous pour indiquer notre situation actuelle. Robert a soupiré. Le son portait le fardeau de mois de secret. Cela a commencé par des écarts dans notre fonds d'investissement humanitaire, de petites incohérences qui ne déclencheraient pas des audits standards, mais qui ont attiré mon attention à cause de leur schéma. Quand j'ai enquêté, j'ai trouvé un système de comptabilité parallèle qui suivait le mouvement réel des fonds vers des entités figurant sur les listes de surveillance du terrorisme international. Et au lieu de laisser tomber, tu as creusé plus profondément, a ajouté Diane, son ton suggérant à la fois admiration et exaspération. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer, s'est défendu Robert. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, que Global Meridian utilisait l'aide humanitaire comme couverture pour des ventes d'armes dans des zones de conflit, que nous profitions essentiellement à la fois de causer et de soulager la souffrance, j'ai dû tout documenter. Au péril de ta vie, ai-je observé, et finalement de la nôtre. Son expression s'est assombrie de culpabilité. Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer. Le plan était de compiler les preuves, de les sécuriser hors site, puis de les livrer moi-même à Thomas Miller avant de disparaître. Mais ils ont commencé à me surveiller de trop près. Chaque communication, chaque mouvement était surveillé. Alors tu as utilisé Bethany comme messagère, ai-je dit, incapable de cacher une pointe de jugement dans ma voix. Une enfant de 7 ans. C'était la suggestion de Diane, a-t-il admis en jetant un coup d'œil vers elle. Les enfants sont souvent invisibles dans les calculs de sécurité. Personne ne soupçonnerait que je confierais des informations critiques à ma fille. Diane a croisé mon regard interrogateur directement. C'était l'option la plus sûre parmi de mauvais choix, Elena. Ces gens avaient déjà tué le directeur financier lorsqu'il avait posé des questions sur certaines transactions. Robert était le suivant sur leur liste. Il rassemblait juste des options de remplacement avant de l'éliminer. L'évaluation brutale m'a glacé malgré la chaleur du feu. Et maintenant, que se passe-t-il, maintenant que les preuves sont publiques, que des arrestations sont faites? Robert et Diane ont échangé un regard qui en disait long sur leur connaissance partagée. Nous avons porté un coup significatif, a expliqué Robert prudemment. Mais ce que vous avez vu aux informations ne représente que les acteurs les plus visibles. Il y en a d'autres, des fonctionnaires du gouvernement, des agents de renseignement, des entrepreneurs militaires, dont les noms n'étaient pas dans les fichiers que j'ai divulgués parce que leurs liens étaient trop bien dissimulés. Ce qui signifie que nous sommes toujours en danger, ai-je conclu. Ce qui signifie que nous devons disparaître, a-t-il corrigé doucement. Nous tous. Nouvelles identités, nouvel endroit, nouvelle vie. Au moins jusqu'à ce que l'enquête complète soit terminée et que tous les principaux acteurs soient tenus responsables. L'ampleur de cette déclaration, l'abandon complet de nos vies antérieures, s'est abattu sur moi comme un poids physique. J'ai pensé à ma maison remplie de décennies de souvenirs, à mes amis, à ma communauté, tous laissés derrière sans de véritables adieux. Pour combien de temps, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis l'arrivée de Rachel au chalet.
Robert et Diane ont échangé un autre regard avant qu'ils ne répondent. Minimum de 2 ans, peut-être plus longtemps. 2 ans, ai-je répété. Le chiffre, à la fois choquant et pourtant moins dévastateur que le « pour toujours » que j'avais craint. Et alors? Dans le meilleur des cas, l'enquête se termine avec succès. Tous les principaux acteurs sont poursuivis et nous pouvons revenir avec des mesures de sécurité raisonnables, a exposé Diane. Dans le pire des cas, la corruption s'avère trop profondément enracinée, trop protégée par des intérêts puissants, et un retour devient trop dangereux pour être risqué. J'ai absorbé cette évaluation, cherchant la bonne question parmi les centaines qui tourbillonnaient dans mon esprit. Où irons-nous? En Nouvelle-Zélande, a répondu Robert. Assez isolé pour être en sécurité. Gouvernement stable, anglophone, bon système éducatif pour Bethany. Son expression s'est adoucie. Nous avons trouvé une petite propriété agricole. Rien d'extravagant, mais confortable. De la place pour nous tous. Nous tous? Y compris Rachel, n'ai-je pu m'empêcher de demander en regardant vers le couloir où elle était encore avec Bethany. C'est son choix, a répondu Robert prudemment. Mais oui, des dispositions ont été prises si elle choisit de venir. Bethany a besoin de ses 2 parents maintenant plus que jamais. J'ai hoché la tête, comprenant la priorité de maintenir le monde de leur fille aussi stable que possible malgré tout ce qui avait changé. Et Diane? Je superviserai la transition, a-t-elle répondu. M'assurer que les nouvelles identités tiennent, que vous êtes bien installés. Ensuite, je retournerai à mon travail. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit, comblant les lacunes considérables de ma compréhension. Comment Robert avait rassemblé les preuves, comment Diane avait aidé à créer notre itinéraire de fuite, comment la maison en Nouvelle-Zélande avait été sécurisée par des canaux qui ne pouvaient être retracés jusqu'à aucun de nous. À l'approche de minuit, l'épuisement m'a finalement vaincu. Robert m'a montré une chambre confortable, s'attardant à la porte alors que je me préparais à la fermer. Je ne t'ai jamais vraiment remercié, a-t-il dit doucement. Ce que tu as fait, protéger Bethany, livrer les preuves, échapper à des poursuivants professionnels, c'était extraordinaire. Je suis sa grand-mère, ai-je répondu simplement. Et ta mère. Il n'y avait pas d'autre choix. Il a souri, l'expression rappelant le petit garçon qui m'avait autrefois regardé avec la même foi inébranlable. Papa a toujours dit que tu étais la personne la plus forte qu'il connaisse. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire jusqu'à maintenant. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit, contemplant le voyage qui m'avait amené ici et celui qui m'attendait encore. 2 ans minimum dans un pays étranger, vivant sous une identité d'emprunt, laissant derrière moi tout ce qui m'était familier, une réinvention complète à 68 ans. Pourtant, alors que je me préparais à dormir dans ce havre de paix temporaire avec mon fils, ma petite-fille et même mon ancienne belle-fille, tous sous un même toit, j'ai réalisé que ce qui comptait vraiment n'avait pas été laissé derrière. Le noyau essentiel était resté intact. Ma famille, mes valeurs, ma capacité à faire face à tous les défis à venir. Depuis ce premier avertissement murmuré à l'aéroport, il est parti. Nous devons partir maintenant, jusqu'à ce moment de sanctuaire temporaire, j'avais été transformé non seulement par des circonstances hors de mon contrôle, mais par mes propres choix en réponse à ces circonstances. J'avais découvert des capacités que je ne soupçonnais pas. Un courage que je n'avais jamais eu besoin de tester et une détermination qui nous porterait désormais vers notre avenir incertain. Quoi qu'il nous attende en Nouvelle-Zélande, quelle que soit la nouvelle vie que nous y construirions, je l'affronterai avec la même détermination qui nous avait amenés en sécurité jusqu'à ce moment. Non seulement une grand-mère protégeant sa famille, mais une femme qui avait regardé le danger en face et s'était trouvée à la hauteur de son défi. Une femme qui avait entendu l'avertissement d'un enfant et avait tout changé. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous aimez cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi ce genre d'histoire.